Noir total. Il est complètement perdu, se demandant pourquoi tout est soudainement devenu noir alors qu'il passait un bon moment. Il se dit qu'il a peut-être juste oublié de payer sa facture d'électricité, mais il sent alors une pression étrange sur ses yeux. Sa vision revient lentement, floue au début, alors qu'il essaie de donner un sens au plafond au-dessus de lui. Il lève la main et se fige. À la place des doigts, il regarde un membre court et blanc qui aurait plus sa place dans une salade. Paniqué, il lève la main et sent une énorme surface coriace là où devraient se trouver ses cheveux. C'est un champignon, un monstre court et trapu avec des yeux humains, coincé dans un donjon humide et rocailleux. Il regarde dans une flaque d'eau et voit la terrifiante vérité s'y refléter. Il croise les bras et soupire, essayant de se rappeler exactement comment il a clamé. Les souvenirs commencent à affluer, et ce n'est pas franchement héroïque. Il réalise la vérité humiliante. Il est en fait mort d'épuisement pendant une célébration solitaire, le summum de la honte. King Oyster hurle au plafond, pleurant son beau visage et sa quête désormais impossible de pécho des meufs. Sorti de nulle part, une voix aiguë l'appelle « Frérot King Oyster », le tyran de sa dépression. Il jette un œil par-dessus un rebord et aperçoit la silhouette d'un autre champignon qu'il observe depuis les ombres. Ses yeux s'écarquillent, son imagination s'emballant déjà. Il s'imagine une femme magnifique dans une robe sexy, convaincu que c'est la frappe du donjon. Il se transforme en canard total, avec des cœurs qui lui sortent presque des yeux alors qu'il bave à cette idée. Il se prépare, serrant les poings et prêt à faire le grand saut pour la draguer. Puis, il voit enfin la personne à qui il parlait. C'est juste une meuf champignon rose avec des yeux jaunes brillants, qui le regarde comme s'il était un gros chelou. Il reste là, en sueur froide, réalisant qu'il n'est qu'un champignon parmi les champignons. Il essaie de sauver sa dignité en demandant ce qu'ils font d'habitude pour s'amuser dans le coin. Elle lui donne une réponse plate et robotique sur le massacre d'intrus, ce qui ne crie pas vraiment fun. Il la fixe, se demandant si tout le monde ici est un PNJ décérébré. Soudain, la grotte s'illumine d'une violente lueur rouge alors que les fameux intrus débarquent. Un pied massif et musclé frappe le sol, fissurant la pierre en dessous. Un ORC colossal nommé Cabus avance, les yeux rouges luisants et de la vapeur s'échappant de sa gueule. Sa partenaire, une archère nommée Rabu, suit derrière, inquiète à l'idée qu'ils aient besoin d'un éalé pour ce run. Cabus se contente de ricaner, lui disant que les monstres de ce donjon ne sont que des PNJ éclatés avec un pattern fixe. Pile à ce moment, un minuscule monstre champignon charge aveuglément, hurlant la réplique exacte que la meuf rose vient de mentionner. Cabus balance sa lourde hache dans un large arc de cercle, fendant le pauvre champignon en deux avec une facilité déconcertante. Il se tourne vers Rabu avec un sourire suffisant, prouvant qu'ils n'ont aucun souci à se faire. Toute une armée de champignons se rue pour prendre sa place, répétant tous le même dialogue stupide. C'est un véritable carnage. Cabus speedrun littéralement le donjon, laissant une traînée de sang violet dans son sillage. King Oyster et la meuf champignon rose observent le massacre depuis les ombres d'un tunnel voisin. Ils regardent ça, hallucinés, frustrés de voir que son espèce fait carrément la queue pour se transformer en XP gratuit. La meuf lui explique qu'ils ne sont que des PNJ. Tout ce qu'ils font est préprogrammé, ils n'ont aucun libre arbitre. King Oyster percute. Ces orques sont des joueurs, et lui, il n'est qu'une cible. Un touac. C'est retentit alors qu'une flèche se plante dans le bois juste à côté de lui. Il baisse les yeux, le cœur serré en comprenant qu'ils ont été repérés. L'archère ORC se tient en bas, la main déjà en train de bander la prochaine flèche et de le verrouiller. King Oyster passe instantanément à l'action, détalant tout en hurlant à la fille champignon rose de fuir. Il fonce dans l'obscurité, son instinct de survie prenant enfin le dessus sur le code du jeu. King Oyster fonce dans l'obscurité, son instinct de survie prenant enfin le dessus sur le code du jeu. Il regarde sa compagne, toujours pétrifiée sur place. Complètement perdu face à la situation, il fait demi-tour et lui hurle de bouger, la voix chargée de désespoir alors que les orques se rapprochent. Mais la fille champignon rose est bloquée, ses petits yeux jaunes écarquillés alors qu'elle lui dit que fuir ne fait tout simplement pas partie de leur programmation. King Oyster refuse de l'abandonner, tendant le bras et lui hurlant d'attraper sa main. Au moment où leurs mains se touchent, l'air autour d'eux commence à crépiter et à glitcher avec une énergie violette. Des alertes système rouge vif inondent l'air, hurlant à propos d'une anomalie de données majeure qui ne devrait pas se produire. King Oyster s'en fout des règles. Il hurle qu'ils n'ont qu'à aller se faire foutre, la programmation et les anomalies. La fille crie son nom sous le choc alors que la réalité du donjon semble se fracturer autour d'eux. Il la tire vers l'avant, hurlant que rester en vie est bien plus important que n'importe quel code stupide. Sur la corniche, les joueurs orques regardent les deux champignons s'enfuir, complètement perplexes face à leur comportement.
Cabu suppose que c'est juste un bug bizarre du jeu, mais il n'est pas prêt de laisser filer son XP facile. Les deux champignons plongent dans un tas de gravats, King Oyster cherchant frénétiquement n'importe quelle arme pour se défendre. Son regard balaie la grotte, scannant tout ce qui pourrait leur donner un avantage contre les joueurs. Il repère un lourd coffre au trésor en bois planqué dans un coin et s'arrête net. Il espère qu'il y a un truc utile à l'intérieur, mais la fille rose le prévient que les coffres sont verrouillés pour les PNJ. Elle explique que ces objets sont uniquement destinés aux joueurs, et que leur espèce ne peut même pas toucher les loquets. King Oyster ne l'écoute pas, sa main glitchant d'énergie alors qu'il défie une fois de plus la logique de base du jeu. Au lieu d'utiliser une clé, il défonce la serrure avec une grosse pierre, ce qui fait hurler le système avec encore plus d'avertissement. La fille est sous le choc. Le King Oyster, qu'elle connaissait, n'aurait jamais été capable d'enfreindre les règles comme ça. Il plonge dans le coffre, balançant frénétiquement les pièces d'or et les potions pour trouver un truc tranchant. Mais avant qu'il ne puisse s'armer, une autre flèche siffle dans les airs à une vitesse mortelle. Le corps de la fille rose bouge tout seul, son esprit lui hurlant que sauver un coéquipier n'est pas dans son code. Malgré les règles, elle se jette devant King Oyster, refusant de le laisser se faire blesser. Une gerbe de sang violet vole en éclats, et l'œil de King Oyster reflète cette violence soudaine et brutale. La flèche la frappe en plein dos, l'envoyant s'effondrer sur le sol poussiéreux alors que ses forces l'abandonnent. Sur la falaise, Rabu prépare déjà son prochain tir, déterminé à en finir avec ce monstre buggé une bonne fois pour toutes. Les doigts de King Oyster se referment enfin sur un lourd couperet de cuisine qu'il a trouvé au fond du coffre. Avec un rugissement, il balance la lame, faisant jaillir des étincelles alors qu'il dévie la flèche en plein vol. Rabu regarde depuis la corniche, la mâchoire décrochée, n'en croyant pas ses yeux. Elle n'arrive pas à capter comment un mob éclaté, de bas étage, vient de parer l'attaque d'un joueur de haut niveau. La flèche brisée gît inutilement sur le sol, preuve physique que le jeu est cassé. Elle regarde le coffre au trésor défoncé, réalisant que ce monstre fait des trucs qu'aucun PNJ ne devrait pouvoir faire. Des sueurs froides coulent sur son visage alors qu'elle crie à son partenaire qu'ils ont trouvé un bug massif. Loin du combat, une faille violette s'ouvre alors que Cabu discute de la situation avec un sombre conseiller. Il est saoulé de voir qu'après tout ce temps, le donjon est toujours bourré de glitches et d'anomalies. Une mystérieuse figure encapuchonnée lui dit qu'avec un système fonctionnant depuis si longtemps, les oublis de maintenance sont inévitables. Un crâne géant enflammé apparaît, la Grande Liche, expliquant que tout ce monde a été construit juste pour occuper leurs guerriers. Il a conçu ce donjon comme un terrain de jeu où ses soldats pourraient jouer aux joueurs pour tuer le temps entre deux guerres. Le système est censé être parfait, on farme les monstres, et les bugs sont signalés aux admins pour être corrigés. De retour dans le donjon de King Oyster, Rabu n'a pas l'intention d'attendre un patch. Elle tend la corde de son arc, déterminée à régler ce bug du jeu elle-même. Une autre flèche fend l'air, visant directement la tête du monstre champignon. Déjà en mouvement, King Oyster prépare sa lame pour frapper, prêt à dévier tout ce qui lui volera dessus. King Oyster manie le couperet de cuisine avec une agilité incroyable, fendant l'air alors qu'il tranche chaque flèche. Il est impressionné par les mouvements fluides de son nouveau corps de champignon, réalisant que ses stats de base sont en fait plutôt élevés. 3 flèches sifflent vers lui en un groupe serré, visant à le clouer sur place. Avec des frappes rapides du couperet, il repousse les flèches, des étincelles volant de la lame en acier. Jetant un coup d'œil au lourd couvercle du coffre derrière lui, il calcule son prochain mouvement, sachant pertinemment que ses jambes courtes le désavantagent sérieusement s'il essaie de réduire la distance. Pour réduire la distance avec cette femme au RC, il a besoin d'un truc pour bloquer toutes ses attaques à distance. D'un coup sec sur le coffre derrière lui, il arrache net le couvercle de la boîte en bois. Alors qu'il tourne la tête, son regard se verrouille sur Rabu tandis qu'une pluie de flèches fonce droit vers sa tête. Dans un mouvement fluide et décisif, il lève le couvercle du coffre pour bloquer toute la volée de flèches de la meuf au RC. Rabu décoche frénétiquement une autre flèche, ses yeux rouges écarquillés par l'incrédulité de voir que le monstre refuse de crever. Utilisant le couvercle comme bélier, il charge droit le long de la falaise tout en encaissant une pluie de tirs. Il s'écrase sur la position de Rabu avec la force d'un rocher, l'impact soulevant un nuage de poussière. King Oyster bondit dans les airs depuis le bord de la corniche, rejetant le lourd bouclier pour porter le coup de grâce. Un flash d'énergie bleue aveuglant fend l'air alors que le couperet trouve sa cible. Du sang violet gicle sur le sol rocailleux, signalant un coup critique contre la joueuse. Rabu s'effondre sur la terre craquelée, sa force vitale s'épuisant tandis que King Oyster se tient au-dessus de son premier kill. Abattre un joueur déclenche un énorme écran de notification système scintillant, félicitant le petit champignon d'avoir sécurisé le premier sang et débloqué ses talents ratio uniques qui changent la donne.
Il vient d'obtenir des pouvoirs comme le réseau mycélien et plantes et champignons, qui lui permettent de se lier à des sbires et de récolter des compétences sur les cadavres. Il y a même une nouvelle option qui lui permet d'alterner entre son corps de champignon et une forme reconstruite plus humaine. Il fixe le texte lumineux sous le choc, réalisant qu'on vient de lui accorder son propre système de jeu. Sans hésiter, il active la compétence « Plantes et champignons » pour voir ce que ce nouveau pouvoir a dans le ventre. Il marche sur le cadavre refroidi de Rabu, ses pieds de champignons s'enfonçant dans la chair de l'ORC. D'inquiétantes vrilles roses jaillissent du sol, s'enfouissant dans le corps pour drainer ses derniers nutriments. King Oyster frissonne alors qu'une vague d'énergie enivrante le traverse, le rendant plus puissant que jamais. Il tourne la tête, ses yeux sombres cherchant la fille champignon rose tombée dans les décombres en contrebas. Elle gît immobile dans la poussière, la flèche dépassant toujours de son dos là où elle l'a protégée. Il s'approche d'elle, murmurant que puisqu'elle a pris une flèche pour lui, c'est maintenant à son tour de la sauver. Tendant une main lumineuse, il active « Plantes et champignons » une fois de plus, l'entourant d'un halo de lumière rouge. Une éruption d'énergie aveuglante jaillit de son corps, illuminant la sombre grotte d'une teinte cramoisie. Les vrilles de mycélium se tissent autour de sa forme, la reconstruisant en quelque chose de complètement nouveau. Une grande silhouette humanoïde et svelte commence à prendre forme au cœur de l'énergie magique tourbillonnante. La lumière rouge pulse de puissance alors que la silhouette d'une femme émerge du centre de la transformation. King Oyster regarde avec admiration, son petit corps se découpant contre l'éclat brillant. Il est tellement bouleversé qu'il se tape un énorme saignement de nez digne d'un anime, ses pupilles en forme de cœur complètement scotchées sur le résultat glorieux devant lui. La lumière s'estompe pour révéler une femme magnifique avec des cheveux foncés en chignon, une mèche rouge et de longues oreilles pointues, vêtue d'une robe rouge et noire. Une nouvelle fenêtre de statue apparaît, détaillant les stats pour un archer champignon de niveau 2. Cette classe de garde se concentre sur l'agilité et possède un talent unique, mycélium de champignon, qui permet de se soigner et d'absorber les compétences des ennemis tombés. Ça montre même une compétence nouvellement acquise, ORC Berserker, accordant un énorme boost de dégâts pour une courte durée en combat. Elle pose un genou à terre devant son maître, demandant au chef de lui accorder un vrai nom. Un prompt flottant apparaît devant King Oyster, lui donnant pour tâche de nommer sa première subordonnée champignon. Il croise les bras et réfléchit un instant, voulant trouver un nom qui colle à sa nouvelle forme élégante. Son œil s'écarquille alors qu'il prend sa décision, le choix étant clair dans son esprit. Pointant un doigt vers elle, il déclare que son nom sera Céphant à partir d'aujourd'hui. Céphant lui sourit, acceptant le nom avec grâce avant de demander quel royaume secret ils vont raider ensuite. L'expression de King Oyster se durcit alors qu'il lui rappelle qu'ils ne sont pas des joueurs, ils sont des monstres et des PNJ. Avec un sourire sinistre à pleines dents et des yeux rouges luisants, il déclare que leur priorité absolue est de buter le joueur restant. Un tas d'os éparpillés gît oublié dans l'obscurité, juste de simples restes de plus dans ce donjon. Soudain, ils sont balayés d'un coup de pied, s'entrechoquant sur le sol en pierre irrégulier. Kabu fixe les débris, l'air grave. Il essaie toujours de capter comment un pauvre champignon à l'air si faible a bien pu descendre sa partenaire, Rabu. Il regarde vers le tunnel, convaincu qu'un monstre standard de niveau 1 n'aurait pas pu faire un coup pareil. Il se dit qu'il est tombé sur un élite rare. L'avidité commence à prendre le dessus alors qu'il imagine le loot. Un objet de palier bleu suffirait à faire sa fortune. Il active sa charge ORC, son corps massif devenant flou alors qu'il fonce à travers la caverne. King Oyster se tient en plein sur la trajectoire de la charge, paraissant incroyablement petit face au colosse ORC. L'impact bélier s'écrase contre le mur de la grotte dans un fracas assourdissant, pulvérisant un énorme morceau du sol, mais la cible avait déjà esquivé sur le côté depuis un bail. Kabu se tient au milieu de la zone d'impact, du sang commençant à suinter d'une coupure fraîche sur sa cuisse. King Oyster observe depuis la touche, la sueur coulant sur sa tige. Il percute que ce guerrier est vachement plus résistant que l'archère qu'il a affronté plus tôt, un coup de lame n'a presque rien fait. Les yeux de Kabu brillent de fureur. C'est une insulte pour lui qu'un mob éclaté ait réussi à le faire saigner. Il hurle et charge à nouveau, forçant le protagoniste à déguerpir alors que le sol tremble sous le poids de l'ORC. La course-poursuite les mène à travers une arche en pierre, le champignon gardant tout juste une longueur d'avance. Il débouche sur un quai souterrain, où un seul pont en bois branlant s'étend au-dessus de l'eau sombre. Kabu fracasse l'entrée, détruisant tout sur son passage alors qu'il coince sa proie. Il s'arrête au début de la passerelle, regardant le petit champignon debout tout au bord de la plateforme. King Oyster reste juste là, de dos, fixant tranquillement l'eau, complètement en mode « je cherche la merde niveau max ». L'ORC hésite une seconde, se demandant si c'est un piège, mais ensuite il ricane. Pour lui,
ce n'est toujours qu'un PNJ sans cervelle. C'est là que le champignon se retourne et lui fait calmement un gros doigt d'honneur. La rage de Kabu atteint son point de rupture, une veine gonflant sur son crâne alors qu'il mord à l'hameçon. Il lâche un rugissement, promettant de transformer le petit gars en purée de champignons alors qu'il fonce sur le pont. Le vieux bois hurle sous son poids, les planches pliant et cédant alors qu'il se précipite vers l'avant. Il bondit dans les airs pour une dernière frappe de haut en bas, certain que c'est la fin. Il s'écrase avec tout ce qu'il a, mais le protagoniste a déjà disparu de l'endroit. On voit King Oyster en plein vol, ayant sauté pour se mettre en sécurité juste au moment où le pont entier s'effondre sous l'ORC. Il y a un énorme plouf quand Kabu touche l'eau, sa lourde armure et son arme l'entraînant vers le fond. Il se débat dans l'eau glaciale, réalisant soudain qu'il a été attiré dans un piège mortel. King Oyster regarde depuis la corniche, se foutant de sa gueule. Il lui fait remarquer que l'ORC a lâché sa hache et qu'il ne peut pas bouger correctement dans l'eau. Avant que le guerrier ne puisse réagir, le protagoniste lance le couperet de cuisine qu'il a trouvé plus tôt. La lame siffle dans l'air et s'enfonce profondément dans l'épaule de Kabu, faisant gicler du sang qui teint l'eau en rouge. Pourtant, l'énorme ORC aboie agressivement que ce n'est rien de plus qu'une piqûre de moustique. Puis, une flèche venue d'en haut lui transperce la gorge, achevant le joueur arrogant pour de bon. Une flèche siffle dans les airs, laissant des traînées blanches alors qu'elle vise sa cible. La flèche trouve sa cible, transperçant l'arrière de la tête du joueur ORC. Kabu crache du sang, les yeux écarquillés par le choc en réalisant qu'il est tombé dans une embuscade. Le sang gicle alors qu'une autre flèche le transperce, anéantissant toute chance de contre-attaque. La main de l'ORC glisse sous la surface de l'eau avec un dernier plouf. Céphane reste perché sur le flanc de la falaise, reprenant son souffle alors que la lueur rouge de sa compétence berserk s'estompe. Le système confirme que le guerrier ORC a été éliminé alors que son corps flotte sans vie. King Oyster sautille vers le cadavre, super excité que ce soit enfin son tour de récolter le loot. Une lumière rouge palpite alors que le champignon commence à absorber les nutriments du corps musclé du joueur tombé. Un énorme pilier de lumière jaillit, signalant le début d'une évolution physique. De la poussière et de la fumée s'échappent du site de transformation alors que le sol se fissure. Yang Gu se lève, devenu un grand humain musclé avec des cheveux noirs et blancs saisissants. Céphane est complètement choqué, ses yeux glissant vers le bas en réalisant qu'il manque un truc important à son boss. Paniqué comme pas possible, le gars pointe du doigt en criant, alors que la meuf reste là, imperturbable, à mater ouvertement tout son matos. Il attrape un manche de taches brisé pour se couvrir, rigolant du fait qu'il a presque oublié de porter des fringues. L'écran de statut de Yang Gu confirme qu'il est maintenant un boss homme champignon de niveau 2. Son talent mycélium lui permet de se soigner et de voler les compétences des ennemis absorbés, et il a déjà débloqué une capacité ORC berserker limitée par le niveau pour un boost temporaire de dégâts. Il gagne également la capacité de séparer les spores de son corps pour faire pousser des soldats champignons, sans âme sur des cadavres ou d'autres nutriments. Ces sbires partagent leurs points d'expérience avec lui et peuvent être greffés ensemble, avec 2 emplacements actuellement disponibles. Le dernier bout de butin comprend 2 bourses magiques. Ce sont de petits objets de stockage portables qui peuvent compresser et contenir des armes ou d'autres équipements, facilitant le transport du matos à travers le donjon. Debout sur le sol aride, Yang Gu demande comment ils sont censés quitter cet endroit paumé. Céphane explique alors qu'ils sont piégés tout au fond du donjon des hommes champignons, et que la seule façon de sortir est d'y aller franco, en se battant jusqu'au sommet. Yang Gu trouve ça dur à croire, soulignant que ces joueurs orques de niveau 1 semblaient être entrés dans la zone sans aucun problème. Céphane explique que les joueurs ont des privilèges systèmes spéciaux qui leur permettent de plonger directement dans les donjons de bas niveau, un raccourci qu'ils ne peuvent pas utiliser. Impressionné et confus, Yang Gu demande comment il sait tout ça. Céphane admet qu'il a appris pas mal de secrets en écoutant les conversations des joueurs à l'époque où il était PNJ. Fixant leur regard sur le chemin à venir, le duo commence son ascension, prêt à nettoyer chaque étage entre eux et la sortie. Il tombe sur une intersection, des slims à gauche et un cimetière à droite. Yang Gu décide de se séparer, envoyant Céphane à l'étage des slims pour farmer de l'expérience. Il a les yeux rivés sur le cimetière, affirmant qu'il deviendra finalement leur base d'opération. Il respire un coup et recule, l'odeur de pourriture est épaisse même d'aussi loin. En regardant vers le haut de la caverne, il réalise que c'est le vide-ordure du donjon pour les cadavres et les déchets. Le sol est une fosse immense remplie de squelettes et d'os jetés. Il fouille parmi les restes, cherchant les moindres nutriments résiduels qu'il peut encore utiliser. Il trouve un tonneau qui fuit, contenant un mélange de potions de soins et d'humus de cimetière. Une flaque voisine de goudron résiduel et d'humus fournit plus de matières premières. Il ajoute quelques livres de magie déchirés au tas, complétant sa recette pour un nouveau spire.
Tendant la main, il commence le processus pour planter un nouveau soldat champignon. De l'énergie rouge s'écoule de sa main, faisant tourbillonner les os et les potions dans un vortex chaotique. Le sol éclate alors qu'une nouvelle forme commence à se dessiner au milieu de la tempête magique. Un pyrochampi émerge, sa tête explosant de flammes vivantes. Une interface bleue apparaît, détaillant les stats du tout nouveau pyrochampi de niveau 2. C'est un sbire basé sur le feu équipé d'une explosion dévastatrice pour l'absorption des nutriments et d'un sprint enflammé qui booste sa vitesse de déplacement de 50%. Yang Gu n'est pas tout à fait impressionné, notant que même s'il a l'air balèze, il est un peu petit. Depuis les ombres derrière lui, une paire d'yeux bleus luisants observe ses moindres mouvements. Une soudaine décharge d'électricité bleue illumine la caverne. Un énorme éclair s'écrase sur le sol, forçant Yang Gu à reculer précipitamment alors que le combat commence. Sortant de l'ombre, un escargot bleu géant crépitant d'étincelles électriques glisse vers l'avant. La créature est identifiée comme le dominateur du cimetière de niveau 2, aussi connu sous le nom d'escargot électrique. Il palpite d'énergie bleue, prêt à défendre son territoire. Yang Gu observe l'escargot, notant qu'en tant que créature se nourrissant d'humus de cimetière, c'est un concurrent direct pour les ressources. Il invoque son pyrochampi pour entrer en scène. Le pyrochampi lance un énorme torbe de feu, sa tête brillant d'une chaleur intense. L'attaque vise directement l'escargot. L'orbe de feu fend le cimetière, illuminant la caverne. L'escargot électrique regarde le projectile approcher avec des yeux luisants. Le feu et l'électricité entrent en collision dans une violente explosion d'étincelles et de braises. L'impact envoie une onde de choc à travers la fosse. Un énorme nuage de feu et de fumée jaillit, obscurcissant le champ de bataille. Des os et des débris volent dans toutes les directions. Alors que la fumée se dissipe, les restes carbonisés de l'explosion retombent. Le sol est roussi là où l'attaque a atterri. L'escargot électrique n'a pas dit son dernier mot. Il se rétracte dans sa coquille alors que l'électricité crépite à sa surface. Il prépare une contre-attaque depuis sa forteresse. Un éclair rase le sol, ciblant le pyrochampi. La décharge électrique laisse une traînée irrégulière sur le sol craquelé. L'éclair rate sa cible alors que le pyrochampi utilise sprint enflammé, laissant une traînée de feu dans son sillage. Le sbire est étonnamment agile pour sa taille. Yang Gu regarde les mouvements lents de l'escargot, pensant avoir trouvé sa principale faiblesse. Il croit que son manque de vitesse causera sa perte. L'escargot lance son propre projectile, ses antennes oculaires brillant d'énergie. Le pyrochampi se prépare à esquiver à nouveau. Un autre énorme orbe de feu du pyrochampi fonce vers l'escargot. Le combat se transforme en un échange chaotique d'éléments. La boule de feu touche au but, provoquant une autre énorme explosion. L'air est lourd de l'odeur de soufre brûlé. Quand la fumée se dissipe, la coquille de l'escargot est fissurée et fumante. Un liquide violet fuit de ses blessures alors qu'il gît sur le sol. L'escargot semble vaincu, sa coquille brisée en morceaux. De la fumée s'élèvent des restes du monstre. Yang Gu se tient sur une corniche, regardant la scène les bras croisés. Le pyrochampi agite les bras, célébrant apparemment la victoire. Yang Gu n'est pas convaincu. Il dit à son sbire d'arrêter de s'agiter et de vérifier si l'ennemi est vraiment mort. L'expérience lui a appris à ne pas être trop confiant. Le pyrochampi se fige, ses yeux brillants alors qu'il sent que quelque chose cloche. Une soudaine poussée d'électricité jaillit des restes de l'escargot. Le corps de l'escargot change soudainement, sa forme se modifiant alors qu'il se débarrasse de sa lourde coquille. Il devient beaucoup plus fin et aérodynamique. Avec une soudaine accélération, l'escargot file à travers le cimetière. Ce n'est plus du tout la créature lente que Yang Gu a vue il y a quelques instants. Réalisant qu'il ne peut plus rester sur la touche, Yang Gu fonce droit sur l'escargot. Avec la vitesse et l'effet de surprise de son côté, il balance une frappe dévastatrice avant même que la créature ne capte. L'escargot balance des provocations, rigolant joyeusement alors qu'il passe en mode super-héros éclair et esquive facilement chaque contre-attaque. Il a l'air de vraiment kiffer sa nouvelle agilité. Les mouvements de la créature sont si rapides qu'il laisse des images rémanentes bleues. Yang Gu a du mal à suivre sa position. L'escargot continue son assaut à grande vitesse, sa trajectoire tracée par des traînées d'électricité bleue. Il domine complètement le champ de bataille. L'escargot se fout de la gueule de Yang Gu, le traitant de lent alors qu'il continue de foncer autour de lui. Il se sent complètement intouchable dans sa nouvelle forme. Yang Gu réalise que sans sa coquille, l'escargot est rapide comme l'éclair. Il a besoin d'une nouvelle stratégie s'il veut s'en sortir vivant. L'électricité crépite au plafond alors que l'escargot continue ses provocations. Yang Gu lève les yeux, un nouveau plan germant dans son esprit.
Yang Gu note que la créature est en effet beaucoup plus légère sans sa maison pour la lester. Il commence à appâter l'escargot vers une position spécifique. L'escargot charge à nouveau, laissant une tache floue bleue et argentée dans son sillage. Il devient de plus en plus trop confiant. Les yeux de Yang Gu se plissent alors qu'il prépare son coup final. Il est prêt à terminer ce jeu. Une énorme boule de feu est lancée, mais elle ne vise pas l'escargot. Au lieu de ça, elle fonce vers le plafond. L'escargot se marre, pensant que Yang Gu a complètement raté son tir. Il continue de foncer, le ton plein de moquerie. Les orbes de feu frappent le plafond avec une force incroyable, faisant trembler toute la caverne. Des fissures commencent à se propager rapidement sur la pierre. De multiples boules de feu frappent la roche au-dessus, affaiblissant la structure. L'escargot est toujours trop concentré sur sa propre vitesse pour s'en rendre compte. Utilisant cette vitesse de malade, il continue d'agiter ses bras et ses jambes dans tous les sens, totalement convaincu d'être une sorte de super-héros. Fini de frimer, il atterrit finalement avec un lourd piétinement juste devant Yang Gu. Direct, l'escargot continue d'ouvrir sa grande gueule pour se moquer de sa vitesse, balançant qu'il ne joue pas du tout dans la même cour. Il n'a clairement pas encore pigé la gravité de la situation. Yang Gu lâche un sourire glacial, disant à la créature qu'il ne la visait pas à la base. Son piège s'est enfin refermé. Tout le plafond s'effondre, ensevelissant l'escargot sous une montagne de roches et de poussière. L'éboulement est total. L'escargot est coincé sous les décombres, sa vitesse maintenant complètement neutralisée. Il regarde vers le haut sous le choc alors que la réalité le frappe de plein fouet. L'escargot électrique se faufile à travers la fumée et les débris qui tombent, confiant que sa vitesse supérieure le protégera du piège de Yang Gu. Il est persuadé que rien ne peut l'attraper dans cet environnement chaotique. Sur le côté, Yang Gu active instantanément la compétence ORC absorbée, entrant dans un état de rage primordial. Les alertes système clignotent en boucle alors qu'il se prépare à lâcher sa charge ORC. L'escargot électrique lève les yeux, ses antennes brillant d'une énergie bleue alors qu'il tente de traquer la source de la nouvelle menace. Il réalise qu'il n'est plus la seule créature rapide dans la fosse. Un vortex sombre et tourbillonnant jaillit de la fumée, attirant l'escargot vers le centre. La créature est choquée de voir que sa couverture s'est transformée en piège. Les antennes de l'escargot s'agitent frénétiquement alors qu'il cherche désespérément une échappatoire, toujours sous l'illusion qu'il peut esquiver l'attaque entrante. Il est tellement hyper concentré sur le champignon devant lui qu'il ne remarque pas une autre menace qui se rapproche sous ses yeux. Yang Gu abat sa hache massive, attrapant l'escargot en plein saut et l'écrasant contre le sol de la caverne. Du liquide violet gicle partout alors que la coquille du monstre est pulvérisée. L'escargot électrique regarde, incrédule, réalisant qu'il est tombé dans une embuscade cachée dans une autre embuscade. Sa stratégie a été complètement surpassée par la profondeur tactique de Yang Gu. Un dernier impact massif envoie une onde de choc à travers le sol, ensevelissant les restes de l'escargot. La bataille pour la domination du cimetière est terminée. Yang Gu se tient devant les éclaboussures sur le mur, regardant les dernières gouttes de fluide violet couler. Il reste calme, les yeux fixés sur le butin de sa victoire. Une notification système apparaît, confirmant l'élimination de l'escargot électrique. La main de Yang Gu brille d'une énergie rouge alors qu'il se prépare à récolter les nutriments du monstre. Des vagues de lumière rouge palpitent autour de Yang Gu alors que les points d'expérience du boss de niveau 2 l'envahissent. Il peut sentir son pouvoir grandir à chaque impulsion. Le système annonce que Yang Gu et ses fans ont tous deux atteint le niveau 3. Une nouvelle compétence, zombification mycélienne, est ajoutée à son arsenal, lui permettant d'améliorer ses soldats. Des étincelles bleues et de l'énergie éthérée se fondent dans l'air, signalant la naissance d'un nouveau spire. Yang Gu regarde avec intérêt la formation prendre forme. Le système présente l'électrochampi, un soldat ultra rapide capable de balancer de puissantes décharges électriques. C'est l'ajout parfait à sa faction grandissante. L'électrochampi de niveau 3, fraîchement évolué, flotte dans son état spirituel lumineux, crépitant d'éclairs bleus. Son apparence est profilée et redoutable. À côté de lui, le pyrochampi de niveau 2 passe également en état spirituel, sa couronne de feu brûlant plus fort que jamais. L'armée de Yang Gu commence à prendre forme. Yang Gu inspecte la zone, décidant que ce cimetière servira de camp de base pour son peuple champignon. Il ordonne à ses sbires de commencer à nettoyer le site. Pendant que ses sbires bossent, les pensées de Yang Gu se tournent vers ses fans. Ça fait un moment depuis leur dernier gain de XP partagé, et il se demande si elle n'est pas tombée sur un adversaire particulièrement coriace. Loin, dans une autre partie du donjon, des dizaines de slimes verts ont été cloués au rocher par des tirs de flèches super précis. La traînée de carnage mène vers l'entrée d'une sombre caverne.
Sefan campe sur ses positions alors qu'une ombre massive s'abat sur elle. Elle lève les yeux, son arc prêt alors qu'elle fait face au responsable de l'infestation de Slim. Le roi Slim de niveau 2 s'élève des ombres, son corps vert géant et informe remplissant le couloir. Il fixe Sefan avec un seul œil rouge luisant. Le monstre géant marque une pause, un sentiment de familiarité traversant son esprit primitif. Il demande à Sefan pourquoi il a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Sans même prendre la peine de répondre, Sefan décoche une flèche directe dans l'orbite du roi Slim. Un torrent massif d'énergie verte jaillit du trou qui lui sert de bouche. Le monstre est vexé que Sefan n'ait pas répondu à ses questions. Sefan saute gracieusement par-dessus la décharge, bandant son arc alors qu'elle est encore en plein vol. Elle vise l'œil luisant de la créature colossale. Ses flèches s'enfoncent dans le visage gélatineux du monstre, mais le roi Slim ne bronche même pas. Les flèches semblent disparaître dans sa masse translucide. Le roi Slim se moque de ses efforts, affirmant que lui faire des trous dans le corps ne sert à rien. Il se vante de son incroyable élasticité alors qu'il se prépare à riposter. Le monstre abat son énorme membre informe. Sefan encaisse le coup de plein fouet et est envoyé valser, s'écrasant lourdement contre le mur de pierre. Le coup dévastateur l'a fait tournoyer de façon incontrôlable, soulevant un énorme nuage de poussière et de fumée. Le roi Slim jubile, prétendant être complètement différent de ses sous-fifres inférieurs. Il rigole alors que son corps encaisse facilement le choc de chaque attaque. Le monstre explique que tant qu'il a des nappes phréatiques pour recharger ses fluides, les attaques physiques sont une perte d'énergie. Il a l'air complètement intouchable. Regardant Sefan de toute sa hauteur, le roi Slim lui dit de crever. Il se prépare à abattre tout son poids sur elle. Le monstre lève une énorme extension de son corps en forme de massue. Il est déterminé à écraser l'agaçante fille champignon rose. Le coup atterrit avec une force incroyable, mais un truc cloche. Le corps du roi Slim n'a pas l'air d'avoir la même force qu'il y a quelques instants. Le trou de l'œil du monstre s'écarquille de choc alors que son corps commence à perdre sa forme. Il regarde ses propres membres, qui commencent à s'affaisser et à couler. Le roi Slim pousse un cri, se demandant pourquoi son corps s'effondre soudainement. Il sent sa force être drainée de l'intérieur. Le monstre est horrifié de voir des dizaines de petits champignons pousser sur sa peau. Ils poussent à une vitesse impossible, leurs racines s'enfonçant profondément dans son noyau. Les champignons recouvrent tout son corps, transformant sa masse verte en garde-manger. Le roi Slim est en train de devenir une pépinière vivante. Le monstre réalise avec un cri que même l'eau souterraine sous ses pieds a été asséchée par ses croissances parasitaires. Il a été complètement neutralisé. Le roi Slim essaie désespérément de se rappeler à quel moment ces parasites ont réussi à infecter son corps. Il n'arrive pas à piger comment il s'est fait battre aussi facilement. Le monstre fait enfin le lien, réalisant que les spores parasitaires étaient attachés aux pointes de flèche depuis le tout début. Chaque tir était une préparation pour ce moment précis. Alors que son corps lâche, le roi Slim reconnaît enfin Sefan. Il se souvient d'elle comme du mec champignon à chapeau rose, sur son territoire tout à l'heure. Les restes du roi Slim se dissolvent en une flaque de bave verte, laissant derrière eux une énorme corne couleur obsidienne qui tombe lourdement sur le sol fissuré de la caverne. Sefan se tient devant le butin alors qu'une fenêtre système l'identifie comme une corne de minotaure dévorée, un matériau rare si résistant que même le corps acide du roi Slim n'a pas pu la digérer. Des volutes de nutriments rouges luisants s'élèvent du cadavre de Slim et affluent vers Sefan et Yang-Gu, alors que le système confirme une hausse massive de points d'expérience. Baignant dans la lumière radieuse de la montée de niveau, Yang-Gu regarde avec un sourire satisfait, tandis que Sefan reste calme et prête pour son prochain ordre. Une notification annonce que Sefan a atteint le niveau 4, débloquant la compétence flèche de corde mycélienne qui lui permet de générer des cordes d'arc et des flèches hautement magiques à partir de son propre corps. Yang-Gu passe aussi au niveau 4, obtenant l'accès à la capacité champi éclaireur, qui lui permet de cultiver des champignons pour la reconnaissance et la collecte d'infos via son réseau mycélien. Yang-Gu hisse l'énorme corne sur son épaule, se tenant devant ses spires spirituels brillants, le pyrochampi et l'électrochampi. Sefan regarde depuis une corniche rocheuse, observant que les soldats champignons nouvellement plantés par Yang-Gu ont déjà nettoyé efficacement toute la zone des ennemis. Yang-Gu grogne sous le poids du matériel massif, reconnaissant que même si le territoire n'est pas particulièrement grand, il répond parfaitement à leurs besoins actuels. Il examine la texture de la corne, notant que sa qualité est largement supérieure à toutes les armes cassées ou les déchets qu'ils ont récupérés sur les joueurs jusqu'à présent. Malgré la précieuse trouvaille, Yang-Gu souligne un problème majeur. Il manque toujours d'un artisan qualifié capable de forger de tels matériaux en équipements utiles. Alors que Sefan suggère de partir à la chasse pour en trouver un, Yang-Gu sourit et lève un doigt, confiant que sa nouvelle compétence de repérage rendra la recherche beaucoup plus facile.
Yang Gu tend la main, canalisant son pouvoir dans la terre pour chercher d'éventuels joueurs ou cadavres à proximité possédant les compétences d'artisanat dont ils ont besoin. Des veines d'énergie rouge brillante provenant du réseau mycélien déferlent sur le sol rocailleux, s'étendant comme une toile de lumière dans toutes les directions. De petits champis éclaireurs rosâtres poussent du réseau, leurs chapeaux agissant comme des capteurs qui relaient les informations à Yang Gu. L'un des éclaireurs capte une signature énergétique à proximité, enregistrant le bruit d'armes qui s'entrechoquent et les voix de joueurs engagés dans une lutte. À travers la vision de l'éclaireur, on voit un groupe d'orques bleus coincer une silhouette isolée dans une grotte reculée, exigeant qu'ils se rendent et retournent à leur forge. L'artisan nain campe sur ses positions avec un regard de défi, jurant qu'il ne retournera jamais à l'esclavage qui a fait bosser son peuple jusqu'à la mort. Refusant de tolérer cette insolence, un esclavagiste ORC bleu fonce avec sa lance, ses yeux rouges brillant d'une intention meurtrière alors qu'il s'apprête à exécuter le nain. Le corps sans vie de l'artisan nain gît coincé au fond d'une crevasse rocheuse, sa bataille s'étant terminée par une défaite. Des vrilles mycéliennes roses et luisantes s'étendent depuis les ombres, cherchant une connexion avec le guerrier tombé. Yang Jun et ses fans se tiennent au bord du gouffre, baissant les yeux sur cette scène macabre. Le jeune leader soupire, regrettant qu'il soit arrivé un poil trop tard pour sauver la vie de l'artisan. Ses fans scrutent l'obscurité, l'air confuse, n'arrivant pas à voir ce qu'il regarde. Il lui demande calmement d'étendre son mycélium et de se lier au réseau pour partager sa vision. Alors que ses propres vrilles brillent d'énergie, les yeux de ses fans s'écarquillent de compréhension. La connexion est un succès, et les détails cachés du sol de la grotte deviennent enfin clairs pour elle. Décidant qu'il va sauver les morts puisque les vivants sont hors de sa portée, Yang Jun se prépare à offrir à l'artisan une nouvelle existence. Pour lui, c'est simplement une manière différente de vivre dans l'écosystème du donjon. Il commence le processus de transplantation d'un pyrochampi dans le corps hôte à travers le complexe réseau mycélien. Une violente vague d'énergie jaillit du point de connexion, projetant des étincelles et des décharges magiques contre les murs de pierre. Un énorme vortex de lumière blanche et rose tourbillonnante engloutit la crevasse, signalant l'achèvement de la résurrection. De l'énergie qui se dissipe, une nouvelle figure puissante émerge, sa peau brillant d'un rouge ardent et ses cheveux remplacés par un chapeau de champignons fumants. Yang Jun ouvre l'écran de statue de son soldat fraîchement ressuscité, Fairame. C'est un artisan nain pyrochampi de niveau 4 avec un focus principal sur la force et la magie de feu, lui accordant une résistance accrue aux flammes. En plus des traits standards des hommes champignons, sa forme hybride lui donne un avantage naturel contre les toxines et les attaques physiques. Ses compétences d'artisan sont maintenant surboostées par son attribut de feu, rendant son artisanat beaucoup plus efficace. Son arme ultime est Mycélium ardent, une compétence spéciale qui lui permet de lancer des marteaux enflammés contrôlables qui tirent leur puissance directement du réseau mycélien. Le soldat nouvellement formé, nimbé de flammes, regarde ses propres mains, n'en croyant absolument pas ses yeux. Il s'interroge sur son nouvel état, la voix chargée de la confusion d'un être né à nouveau. Yang Jun s'avance, confirmant qu'il a ramené le nain pour servir comme son premier soldat champignon d'élite. D'un ton autoritaire, il donne au guerrier son nouveau nom, Fairame. Fairame essaie de parler de sa maison et de la misère de son peuple, mais Yang Jun le coupe. Il révèle que ces champignons traqueurs ont suivi les trolls responsables depuis le début. Loin dans le donjon, un groupe de trolls à la peau bleue erre dans une vaste caverne mal éclairée. Le palourd d'un troll s'approche dangereusement d'un petit traceur champignon lumineux dissimulé dans le sol rocailleux. L'esclavagiste ORC bleu agissant comme mini-boss rigole cruellement, discutant de leur plan de capturer tout simplement plus de nains dans le donjon si leurs esclaves actuels meurent d'épuisement. Son rire s'éteint soudainement alors que son œil rouge capte un éclair de mouvement. Il s'arrête net, ses sens le prévenant d'une menace imminente. Il regarde le long du chemin pour voir la silhouette enflammée de Fairame se dressant fièrement parmi les ombres de la grotte. L'esclavagiste se moque, considérant le nouveau venu comme un simple mob d'élite errant qui s'est retrouvé on ne sait comment sur leur territoire. Ne voyant rien d'autre qu'une source bonus d'expérience et de loot, l'esclavagiste ORC bleu se jette en avant avec un sourire de prédateur. Il lance sa lance avec une force incroyable, l'arme sifflant dans l'air alors qu'elle cible Fairame immobile. Fairame ne bronche pas, balançant plutôt un énorme marteau orné qui brille de l'intensité d'une forge. Le marteau percute le projectile dans une pluie d'étincelles, la force de la parade créant une puissante onde de choc. Des débris et de la poussière explosent de la collision, le sol se fissurant sous la pression des deux forces. Une explosion secondaire de feu suit, aveuglant momentanément les assaillants alors que la grotte se remplit de fumée. L'esclavagiste réussit tout juste à esquiver un coup qui suit, une goutte de sueur coulant sur son visage alors qu'il réalise la puissance brute de cet homme champignon. L'arme de Fairame flotte dans les airs,
brûlant toujours d'une flamme magique féroce qui semble avoir sa propre volonté. Le marteau s'écrase à nouveau sur la terre, créant un énorme cratère et envoyant une vague de chaleur vers les trolls qui reculent. Le groupe est laissé en état de choc, incapable de comprendre comment un mob d'élite de niveau 3 pourrait posséder un équipement de si haut niveau avec ciblage auto. Avec un rugissement, Fire Rame lance une autre attaque, son marteau traçant un arc lumineux dans l'air poussiéreux. L'arme frappe l'un des trolls en pleine poitrine, l'impact accompagné d'une violente explosion de feu qui envoie l'ennemi valser. Fire Rame maintient son élan, faisant tournoyer le marteau autour de son corps pour accumuler encore plus d'énergie cinétique. Il propulse l'arme vers l'avant, le marteau laissant une traînée de feu dans son sillage alors qu'il fonce sur les trolls comme un missile à tête chercheuse. Le marteau percute un énorme pilier en obsidienne, la force du coup provoquant la propagation de profondes fissures dans le support structurel. Alors que des fragments de pierre pleuvent, Fire Rame utilise la distraction pour réduire la distance, ses mouvements étant fluides et rapides malgré sa carrure massive. Il bondit depuis le pilier qui s'effrite, son corps se découpant contre la faible lumière de la caverne alors qu'il se prépare à porter un coup fatal. L'esclavagiste ORC bleu lève les yeux, son expression n'étant plus que terreur pure alors que le nain enflammé s'abat sur lui. Fire Rame active enchevêtrement mycélien, et des anneaux d'énergie luisants s'accrochent aux membres de l'esclavagiste, le clouant sur place. Ignition mycélienne. Hurle Fire Rame, déclenchant une série de violentes explosions à partir des anneaux d'énergie qui déchirent les défenses du troll. Il frappe de ses poings vers le bas pour terminer le combo, sa forme n'étant plus qu'une ombre sombre face à la lumière aveuglante du feu. Un colossal pilier de flammes jaillit du sol, incinérant le mini-boss et ne laissant derrière lui que de la roche calcinée. Fire Rame se tient droit alors qu'il fait tournoyer son arme massive et brillante, faisant face à la silhouette imposante d'un esclavagiste ORC bleu. L'air est lourd de fumée et de braise alors que la bataille atteint son paroxysme. Avec un coup de poing retentissant atterrissant directement sur la cible, l'impact fait voler du sang et des débris à travers le sol de la grotte. L'esclavagiste n'a même pas le temps de crier alors qu'il encaisse la force totale et dévastatrice du coup. L'hybride nain-champignon ne s'arrête pas là, déclenchant une rafale de frappes qui trace des arcs blancs dans l'air, repoussant l'ennemi vers le mur. Chaque coup est alimenté par une intensité brûlante qui illumine la sombre caverne. Dans un mouvement calculé, Fire Rame cible un pilier structurel, l'impact de l'arme créant une toile d'araignée de fissures sur la pierre alors que la poussière commence à pleuvoir du plafond. Une décharge explosive bien placée envoie des morceaux de roche volés vers les trolls en retraite. L'esclavagiste ORC bleu lève les yeux et percute, réalisant le plan de Fire Rame de faire s'effondrer tout le plafond de la grotte sur eux. Les supports structurels en bois se fendent et cèdent sous la pression. L'un des trolls réussit à sauter pour éviter les débris qui tombent, se vantant bruyamment qu'il peut encore esquiver malgré avoir pris plusieurs coups lourds. Il se précipite sur les gravats, essayant de mettre de la distance entre lui et le nain. Fire Rame n'a pas fini, activant sa compétence Ignition du marteau de feu, alors qu'il fracasse son arme contre le sol. Une onde de choc de flammes pure explose vers l'extérieur, transformant le sol de la grotte en un véritable brasier. L'arme elle-même brille d'une chaleur insoutenable, laissant un sillage de feu alors qu'elle tournoie dans les airs comme un météore mortel. La caverne est complètement engloutie par une lueur orange aveuglante. Fire Rame balance sa compétence, pluie de marteaux volants, faisant s'abattre une averse de marteaux enflammés. L'esclavagiste reste impuissant au milieu du bombardement, sa silhouette n'étant plus qu'une ombre sombre face aux flammes. Les yeux de l'esclavagiste ORC bleu s'écarquillent de terreur alors qu'il réalise qu'il n'a aucun moyen d'esquiver la quantité hallucinante de projectiles qui arrivent. Du sang coule de son nez et de sa bouche, la chaleur du feu le séchant instantanément. Une série de grosses explosions secoue la caverne, chacune marquant l'impact d'un marteau de feu sur le groupe de trolls. Toute la zone est consumée par un vortex chaotique de flammes et de roches fracassées. La fumée commence à se dissiper, révélant les conséquences du massacre à sens unique. Une notification système confirme que tous les joueurs trolls ont été éliminés. Fire Rame se tient triomphant au milieu des restes fumants, sa forme enveloppée d'une aura rose de puissance qui s'estompe. La fin de la bataille marque une croissance significative pour tout le groupe. Fire Rame a atteint le niveau 5, assumant officiellement son rôle de champion artisan. Cette montée de niveau lui accorde la compétence « marteau de récupération », lui permettant de fracasser des déchets inutiles pour récupérer tous les matériaux cachés qui pourraient en fait valoir quelque chose. Yang Jun atteint également le niveau 5, accédant à une nouvelle variété appelée le champi fermier. Ce sont des travailleurs polyvalents conçus pour les tâches quotidiennes comme la collecte et la forge, bien qu'ils soient assez robustes pour être armés et déployés comme soldats en cas d'urgence. Sefan rejoint le club du niveau 5 et apprend une puissante nouvelle compétence de mobilité appelée « pas de flèche mycélienne ».
Cette capacité lui permet de se téléporter instantanément à l'emplacement de n'importe quelle flèche qu'elle tire, la rendant incroyablement difficile à coincer pour ses ennemis. Yang Jun envoie les coordonnées et dit à Fire Ame de le retrouver. L'accrochage avec les trolls est terminé, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Fire Ame est complètement sur le cul en voyant l'apparence du boss. Il ne s'attendait pas à ce qu'un puissant chef Tom Champignon ressemble trait pour trait à un humain normal. Yang Jun explique que leurs formes reconstruites sont fortement influencées par ce qu'ils étaient dans leur vie antérieure. Vu qu'il était humain avant, son corps est resté comme ça après le changement. Il note que ses fans étaient aussi humaines avant d'être transformées en homme champignon, c'est pour ça qu'elle a gardé son apparence aussi. C'est juste le résultat logique du fonctionnement de leur race maintenant. En tendant la corne de Minotaure qu'ils ont trouvée plus tôt, Yang Jun demande si elle peut être forgée en de vraies armes. Il cherche un truc plus fiable que des outils récupérés. Fire Ame inspecte la corne et confirme que c'est un excellent matériau pour l'artisanat. Cependant, il va avoir besoin de quelques ressources supplémentaires pour équiper toute l'équipe correctement. Yang Jun lui dit de ne pas s'en faire puisqu'ils se tiennent en plein milieu d'un énorme cimetière. Il devrait y avoir plein de ferrailles et de matériaux qui traînent s'ils regardent de plus près. L'équipe commence à fouiller la zone et il ne faut pas longtemps pour que les choses commencent à bouger. Il trie les décombres de la caverne à la recherche de tout ce qui pourrait être utile. Le loot commence à tomber alors qu'il nettoie les débris. Il trouve un mélange de vieilles armes et d'équipements jetés, laissés par ceux qui vivaient ici avant. L'une des meilleures trouvailles est un bracelet en fer démoniaque jeté. Il est un peu brut, mais Fire Ame peut carrément travailler avec ce métal. Fire Ame se met direct au boulot, frappant le métal avec de puissants coups enflammés. Des étincelles volent alors qu'il utilise ses capacités de feu pour ramollir les matériaux résistants. Il arrive même à trouver du minerai de fer démoniaque brut incrusté en plein dans les murs de la caverne. C'est exactement le genre de matos de haut niveau dont il a besoin pour finir l'équipement. Un petit champi fermier de niveau 5 file un coup de main en s'occupant du fourneau. Chaque sbire de la base a son propre rôle à jouer dans la chaîne de production. Fire Ame active sa compétence spécialisée de marteau de forge, abattant un coup massif qui brille d'une chaleur intense. Le métal commence à prendre la forme d'une véritable arme. Les armes sont enfin prêtes, et Fire Ame les présente au boss. Il a même utilisé les restes pour leur bricoler des fringues et des chaussures correctes. Yang Jun dégaine sa nouvelle épée à double tranchant raffiné et est immédiatement bluffé. C'est une sacrée amélioration par rapport aux haches rudimentaires qu'ils utilisaient avant. La lame est une arme de niveau 5 qui contient une petite quantité de pouvoir magique. C'est parfait pour canaliser des sorts pendant les combats, même si elle n'est pas indestructible. Sefan reçoit aussi une nouvelle arme, un arc de chasse raffiné à lame. Elle l'inspecte, prête à voir comment il performe sur le terrain. Son nouvel arc peut utiliser le mycélium comme corde, lui permettant de tirer des flèches enchantées en canalisant son propre pouvoir directement à travers l'arme. Fire Ame révèle également qu'il a cousu des bourses magiques dans la doublure de leurs vêtements. Ce sera vachement plus facile de sortir leurs armes de nul par quand ça sentira le roussi. Sefan demande où ils vont ensuite. Le plan de Yang Jun est ambitieux. Ils vont nettoyer tout cet étage pour sécuriser leur territoire. Il a passé les derniers jours à repérer la zone grâce au réseau mycélien. Il sait que les grandes catacombes sont tout au fond, mais y arriver n'est pas simple. Il explique qu'il y a des barrières à sens unique à chaque niveau qui ne laissent les choses aller que vers le bas. Pour se déplacer correctement, ils doivent trouver les passages spécifiques reliant les étages. Pour l'instant, le meilleur plan est de se battre à travers chaque niveau pour éliminer toutes les menaces. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser des ennemis traîner si près de leur base. Sefan se demande s'il devrait emmener Fire Ame pour sa force supplémentaire. Ce n'est pas qu'un forgeron. Il tape sur les gens encore plus fort qu'il ne tape sur le fer. Yang Jun décide qu'il a besoin de quelqu'un pour rester et garder la base. Grâce à leur connexion partagée, Fire Ame gagnera de toute façon de l'EXP pour tout ce qu'il tue. Alors qu'il commence à avancer dans le couloir, Yang Jun remarque une étrange lueur sous ses pieds. Quelque chose dans le sol réagit à sa présence. Soudain, le sol commence à trembler et des débris sont projetés en l'air. Un mécanisme caché a été déclenché, et ça bouge vite. Un énorme mur de pierre commence à glisser du plafond, menaçant de les séparer l'un de l'autre. Ils ont à peine une seconde pour réagir. La lourde dalle se met en place dans un fracas, bloquant complètement le passage. Yang Jun reste à fixer la pierre, réalisant qu'il a été séparé de ses fans. Il s'en fout, pensant qu'un seul coup de poing devrait largement suffire pour dégager la voie. Il s'approche du mur et pose sa main sur la pierre froide. Il active le mycélium de flamme partagé de Fire Ame, enveloppant tout son bras dans un feu tourbillonnant. C'est une attaque explosive spécialisée basée sur le feu.
Il décoche un énorme coup de poing directement dans la dalle de pierre. L'impact crée une énorme explosion, envoyant du feu et des fragments de roche voler de partout. Le souffle est intense, remplissant tout le couloir de fumée. On dirait que ça aurait dû suffire à réduire le mur entier en poussière. Mais quand la fumée se dissipe, un cercle magique jaune scintillant s'illumine à la surface. Le mur n'a pas bougé d'un pouce, il tient bon face au coup. Yang Jun réalise que c'est un mur piège renforcé et boosté par la magie. C'est bien plus solide qu'une dalle de pierre normale et ça ne cassera pas si facilement. Voyant que la force brute ne marchera pas, ils décident qu'ils devront juste prendre des chemins séparés pour le moment. Ça ne sert à rien de gaspiller tout son mana à essayer de percer. Il tourne le dos au mur et regarde dans le passage sombre qui s'est ouvert derrière lui. Il est temps d'avancer seul et de voir où ça mène. Un message système confirme qu'il est entré dans un royaume secret appelé le corridor glissant. L'air est humide et le sol est recouvert d'une substance étrange. De petits points de lumière bleu brillant commencent à vaciller dans l'obscurité devant lui. En s'approchant, il réalise que ce ne sont pas des lumières, ce sont des yeux. Yang Jun plisse les yeux, se concentrant sur les mouvements dans l'ombre. Il peut entendre un étrange bruit de glissement résonner sur les murs humides. Un véritable essaim d'escargots électriques de niveau 3 rampes pour bloquer son chemin. Tout le sol en est couvert, et ils crépitent tous d'électricité bleue. L'un des escargots le reconnaît instantanément. Il réalise que c'est le gars qui a massacré leur frère dans les grandes catacombes. L'essaim ne perd pas de temps et coordonne une attaque groupée. L'énergie bleue crépitante surgit entre leurs antennes alors qu'ils se préparent à tirer. Une décharge massive d'électricité inonde le couloir, illuminant les sombres tunnels. Yang Jun reste sur ses appuis, l'air complètement imperturbable face à la surcharge. Les éclairs se connectent dans une violente explosion de foudre. Les escargots mettent tout ce qu'ils ont dans cette seule attaque, espérant terminer le combat juste là. La fumée commence à retomber, et les escargots sont déjà en train de faire la fête. Ils pensent avoir vengé avec succès leur frère tombé. Soudain, l'un des escargots est abattu par le côté, du sang violet giclant sur le sol. Yang Jun est déjà en mouvement, et il n'a même pas une égratignure. Il se déplace dans les sèmes comme un flou, les massacrant avant même qu'ils puissent capter sa position. Les escargots percutent qu'ils ont affaire à un truc largement au-dessus de leur niveau. Désespérés, ils décident de lâcher leur coquille pour gagner un boost de vitesse. C'est un mouvement ultra risqué, mais ils savent qu'ils ne survivront pas sinon. L'un des escargots sans coquille se jette en avant, crépitant d'électricité. Ils sont déterminés à lui montrer la vraie puissance du dernier recours de leur tribu. Avant que l'escargot puisse l'atteindre, il est brusquement stoppé en plein vol. Des fils roses luisants s'enroulent autour de son corps, le laissant complètement immobilisé. Le mycélium de Yang Jun se propage dans la pièce, piégeant chaque escargot dans le couloir. Il lutte contre les fils, mais le piège est déjà refermé. Il active brûlure éclair mycélienne, et les fils commencent à briller d'une chaleur intense et ardente. Il reste calme alors que la technique s'amorce pour la détonation. Tout le couloir explose dans une série de violentes détonations. Le mycélium imprégné de feu incinère tout ce qu'il touche, ne laissant derrière lui que de la terre brûlée. Une avalanche de notifications système apparaît alors que ses points d'expérience montent en flèche. Nettoyer les sèmes d'un seul coup a été un boost massif pour son niveau. Le chemin dégagé, une énorme porte en pierre au bout du couloir commence à grincer. Elle s'ouvre lentement, révélant une chambre remplie d'une lumière orange inquiétante. Des débris tombent du plafond alors qu'il fait un pas dans la nouvelle zone. La force d'ouverture de la porte semble avoir perturbé les fondations mêmes de la pièce. Yang Jun scannait la grande salle ouverte, mais elle semble être complètement vide. Il s'avance vers le centre, son épée prête au cas où. Il trouve ça bizarre que la salle du boss soit aussi calme. D'habitude, il y a un gardien qui attend juste à l'entrée pour accueillir les intrus. Une faible lueur rouge attire son œil depuis l'obscurité au-dessus. Il lève la tête et repère une silhouette massive accrochée au plafond. L'ombre se détache et commence à tourner vers lui comme une perceuse à grande vitesse. La seule pression de l'air suffit à fissurer le sol sous lui. Il plonge sur le côté juste au moment où l'objet s'écrase au sol. Un nuage de poussière et de fragments de pierre explose depuis le point d'impact. C'est une énorme coquille d'escargot, et elle tourne toujours avec un élan incroyable. Yang Jun réalise qu'il a trouvé le gardien de cet étage. La coquille rebondit sur le mur et revient direct sur lui. Elle creuse un profond sillon dans la pierre alors qu'elle prend encore plus de vitesse. Yang Jun lève son épée pour bloquer, et l'impact fait voler des étincelles partout. Il est repoussé par la force brute de la coquille qui tourne. La coquille ne s'arrête pas, continuant son attaque orbitale implacable. C'est un tourbillon de métal sombre et de roche,
cherchant la moindre faille dans sa défense. Il suit les mouvements attentivement, attendant le moment parfait pour contrer. La coquille fait un arc de cercle dans les airs, prête pour un autre passage dévastateur. Alors que la coquille se rapproche encore, Yang Jun se jette en avant avec une main luisante. Il synchronise son prochain coup pour choper le boss juste au sommet de son élan. Il établit le contact, et une impulsion d'énergie rouge ondule à la surface de la coquille. La rotation commence à faiblir alors que son pouvoir interfère avec le mouvement. Il active « Conduit d'éclairs mycéliens », canalisant toute cette énergie électrique stockée pour la renvoyer sur le boss. Un immense dôme d'éclairs rouges jaillit du point de contact. L'explosion est monumentale, brisant le sol et envoyant une onde de choc à travers toute la salle. La coquille tournoyante est enfin déviée de sa trajectoire. Quand la poussière retombe enfin, Yang Jun se retrouve debout au-dessus d'un cratère profond. Le boss a enfin arrêté sa toupie stupide et est prêt à se révéler. La coquille se déplie, et une silhouette humanoïde émerge, le roi escargot de niveau 5. Il se tient droit dans une armure style samouraï, tenant un long katana courbé. Yang Jun ne se laisse pas intimider, trouvant la transition vers la deuxième phase assez intéressante. Il resserre sa prise sur son épée, prêt pour un vrai duel. En haut sur une falaise voisine, la pointe d'une flèche gratte un contour irrégulier dans la pierre. On dirait que quelqu'un laisse distraitement libre cours à son âme d'artiste pendant qu'une bataille brutale fait rage en bas. Céphant est accroupie sur le sol, l'air de se faire chier à mourir. Depuis que le mur les a séparés, elle n'a pas vu l'ombre d'un seul monstre à combattre. Elle s'adosse contre la pierre, remarquant que sa barre d'expérience continue de monter. Elle profite basiquement du farm gratuit de tous les kills que Yang Jun enchaîne de son côté. De retour dans la salle du boss, le sol est déjà défoncé par l'intensité du combat. Les étincelles volent alors que les deux combattants testent leur force mutuelle. Le roi escargot se rue en avant avec une rafale de coups, son katana bougeant à toute vitesse. Yang Jun par chaque attaque, le bruit de l'acier qui s'entrechoque résonnant dans la chambre. Ils échangent une série de coups rapides comme l'éclair, leurs armes verrouillées dans une lutte pour la domination. Aucun des deux ne lâche un centimètre alors qu'ils se repoussent mutuellement. Yang Jun balance son épée dans un large arc de cercle, forçant le roi escargot à faire un bond en arrière. Le souffle de la frappe suffit à soulever un énorme nuage de poussière. Le roi escargot récupère rapidement et lance une entaille verticale. Yang Jun fait un pas de côté pour éviter la lame, l'air sifflant alors qu'elle passe à quelques centimètres de sa tête. L'épée du boss s'écrase sur le sol, envoyant une onde de choc qui fissure la pierre. Yang Jun se positionne déjà pour le prochain échange. De l'eau commence à jaillir des interstices de la coquille du roi escargot, recouvrant le sol d'une couche épaisse et miroitante. La pièce se remplit rapidement du bruit d'un liquide qui coule à flot. Un torrent d'eau massif jaillit du plafond, inondant toute la chambre en quelques secondes. Yang Jun regarde le déluge, réalisant que le boss est en train de modifier le terrain à son avantage. Des éclairs d'énergie rouge sifflent dans les airs, manquant de justesse Yang Jun alors qu'il fait une torsion en plein saut. Les projectiles laissent des traînées de vapeur là où ils traversent l'air humide. Les éclairs frappent le sol en pierre, envoyant de petites gerbes d'eau et de débris en l'air. Yang Jun atterrit avec légèreté, gardant les yeux fixés sur la source de l'attaque. Il bondit en arrière alors qu'une mare grandissante de liquide sombre s'approche de ses pieds. Il ne sait pas ce que c'est, mais son instinct lui dit de s'en éloigner. Yang Jun fixe la substance, remarquant son étrange consistance. Il décide qu'esquiver est le seul plan jusqu'à ce qu'il comprenne le truc du boss. Sous la pression de l'eau qui coule, les brins de mycélium rose perdent leur accroche sur la pierre. Ils se détachent par paquets, dérivant inutilement dans le courant. Yang Jun regarde vers le bas, surpris, alors que son contrôle sur le champ de bataille glisse littéralement entre ses doigts. Sans le mycélium ancré, ses options de déplacement sont sévèrement limitées. Il s'accroupit très bas, sa main éclaboussant dans l'eau peu profonde alors qu'il essaie de retrouver son équilibre. Le sol est devenu une surface traître, sans aucune adhérence. Une ombre floue fend soudainement les embruns alors que le roi escargot lance une contre-attaque fulgurante. Le boss se déplace avec une aisance incroyable sur le sol glissant. Yang Jun bloque une puissante attaque descendante, des étincelles jaillissant du choc de l'acier. La force du coup vibre dans ses bras, menaçant de le faire tomber. Le roi escargot maintient la pression, tournant autour de Yang Jun avec des mouvements fluides de prédateur. Le protagoniste galère à pivoter, ses bottes glissant dans le vide contre la pierre mouillée. Yang Jun serre les dents, réalisant qu'il ne peut même pas se tenir droit correctement dans cet environnement. L'eau n'est pas juste une galère, c'est un contre direct à son style de combat. Le roi escargot attaque à nouveau, sa lame traînant de l'écume blanche dans les airs. Il se fout de la gueule de Yang Jun,
déclarant qu'aucun intrus ne peut gagner sur son propre terrain. Ils s'affrontent au centre de la pièce, l'impact envoyant des ondulations sur l'eau. Yang Jun est forcé de glisser en arrière, incapable de s'ancrer pour balancer une vraie contre-attaque. Un plan rapproché révèle le casque sombre et segmenté du roi escargot. Ses antennes oculaires restent droites et concentrées, traquant chacun des mouvements désespérés de Yang Jun. Les yeux de Yang Jun se plissent alors qu'il observe le prochain mouvement du boss. Il est acculé au bord de la chambre, ses options s'amenuisant à chaque seconde. Une violente explosion d'eau jaillit alors que le roi escargot fracasse son épée sur le sol. L'onde de choc propulse Yang Jun sur le côté, l'envoyant rouler sur la surface glissante. Le roi escargot se tient droit, se demandant si Yang Jun est vraiment un homme champignon. Il rigole à l'idée qu'un champignon essaie de rivaliser avec son espèce dans l'écosystème local. Yang Jun tend la main, et des arcs électriques rouges commencent à danser entre ses doigts. Il se prépare à lâcher une énorme décharge, mais le roi escargot n'a pas l'air inquiet. Le visage du roi escargot est un masque d'arrogance, son sourire carnassier s'élargissant. Il sait exactement ce que le héros essaie de faire, et il est déjà prêt. Le boss fonce en avant, une traînée d'embrun blanc suivant son mouvement rapide. Il ne laisse aucun temps à Yang Jun pour accumuler son énergie pour l'attaque. Des éclairs violets déchirent le plafond, illuminant la chambre par flash stroboscopique. L'énergie électrique est sauvage et instable, se dissipant dans les murs humides. Une énorme sphère de lumière explose entre les deux combattants, les projetant tous les deux en arrière. La décharge d'énergie est assourdissante, laissant dans l'air une odeur d'ozone. Yang Jun se remet rapidement, bien qu'un mince filet de sang coule sur son menton. Il a l'air essoufflé, mais son regard reste vif et analytique. Le roi escargot se la pète, réalisant que Yang Jun essaie d'utiliser la conductivité de l'eau contre lui. Il rigole, disant au héros qu'il ne se fera pas avoir deux fois par la même astuce. Il explique qu'en tant que maître de ce terrain, il peut augmenter la résistance électrique de l'eau. Les décharges de Yang Jun sont affaiblies avant même de pouvoir atteindre leur cible. Les yeux de Yang Jun commencent à briller d'une intense lumière rouge alors qu'un léger sourire effleure ses lèvres. Il dit au boss qu'esquiver, c'est pas aussi bien qu'être au bon endroit. Le roi escargot baisse les yeux, confus, remarquant un changement subtil dans l'eau sous ses pieds. Ses antennes tressaillent alors qu'il sent une nouvelle présence dans la pièce. De minces fils roses lumineux se sont tissés en une grille parfaite sous la surface de l'eau. Ils étaient là depuis le début, cachés par les turbulences. Le roi escargot capte en sursautant que tout le sol est recouvert de mycélium. Il a accidentellement reculé pile au centre d'un énorme piège lumineux. Il essaie de bouger, mais le mycélium a déjà commencé à se resserrer autour de ses jambes. Il hurle que ça ne change rien, puisqu'il peut toujours résister à l'électricité du protagoniste. Yang Jun lève la main, le seul mot « Ignition » apparaissant en texte bleu net. Il dit au boss que certains ne retiennent jamais la leçon. Le mycélium explose en flammes incandescentes, transformant le sol inondé en un enfer bouillonnant. Le cri du roi escargot est noyé dans le rugissement du feu. Un énorme pilier de feu s'élève vers le plafond, consumant tout au centre de la pièce. La chaleur intense transforme l'eau stagnante en un nuage aveuglant de vapeur. Alors que la fumée commence à se dissiper, des débris tombent des murs carbonisés. La chambre est à nouveau silencieuse, le seul bruit étant le crépitement des braises mourantes. Yang Jun se tient seul dans les ruines, l'expression calme alors qu'il regarde les restes de son ennemi. L'air est lourd de l'odeur de fumée et de sel. Le roi escargot n'est plus qu'une coquille carbonisée de lui-même, son armure noircie et craquelée. Il halète, accusant Yang Jun de n'avoir aucun honneur martial pour être passé au feu. Avec un dernier souffle, le boss sombre dans le silence, son corps commençant à se dissoudre en lumière. Une notification système résonne, annonçant que Yang Jun atteint le niveau 6. Yang Jun se tient dans un pilier de lumière rose alors que le processus de montée de niveau s'achève. Il a l'air plus fort et plus serein, ses blessures s'estompant alors que ses stats augmentent. Une nouvelle fenêtre système apparaît, détaillant une capacité de stockage. Lui et ses subordonnés peuvent désormais générer des bourses mycéliennes pour stocker et compresser l'équipement à l'intérieur de leur corps. Une deuxième notification explique que les champis éclaireurs ont été améliorés. Ils peuvent maintenant servir de port de téléchargement réseau, offrant une nouvelle façon de partager les infos. Une fenêtre système bleu détaille les infos pour cultiver des gardes champi-boom, des soldats de première ligne spécialisés, capables d'attaquer au corps à corps et à distance. Ces unités sont programmées pour exploser avec une frappe d'épée enflammée à leur mort, bien que leur boss puisse aussi déclencher la détonation à volonté. Une deuxième notification signale que Céphant a maîtrisé « Flèche fracassante », une compétence de base qui accumule de la rage grâce aux attaques normales.
Lorsqu'elle est chargée au max, elle tire une flèche surpuissante qui explose en de multiples bombes de spore en atteignant sa cible. L'artisan nain débloque Raffinage nain, une compétence clé qui convertit la rage accumulée en une décharge localisée de chaleur intense. Cette chaleur est utilisée pour détruire les impuretés et affiner les matériaux d'un simple toucher de la main. Yang Jun se tient au milieu des débris, le regard fixé sur un tas de pierres brisées près du fond de la chambre. Il détecte une odeur unique venant d'en dessous des gravats et décide de faire appel à l'expertise de l'artisan nain pour enquêter. Une explosion soudaine de poussière et de fragments de roche jaillit du tas, alors que quelqu'un se ferait un chemin depuis l'autre côté. L'air de la caverne devient lourd de particules grises, bouchant la vue. L'artisan nain, possédant maintenant les traits d'un homme champignon musclé, émerge du nuage en toussant. Sa transformation lui a donné un chapeau de champignons rouges à pois et des symboles lumineux sur ses bras musclés. Un plan rapproché révèle un monticule de roches sombres et irrégulières qui paraissent presque métalliques sous la faible lumière de la grotte. Ces pierres sont restées cachées sous des couches de débris pendant des siècles. L'artisan nain brandit un éclat de la pierre sombre, l'identifiant comme de la pierre de pourriture noire. Il explique que ces blocs sont le résultat de la fusion de déchets magiques et d'humus organique sur une longue période. Yang Jun regarde le fragment avec une expression dubitative, pas impressionné par ses origines. Il fait remarquer que le matériau n'a pas l'air d'avoir beaucoup de valeur en soi. L'artisan nain admet que pour n'importe quel artisan normal, ces pierres seraient considérées comme des ordures. Il tient fermement la roche noire alors qu'il s'apprête à montrer à Yang Jun pourquoi c'est en fait un trésor caché. Il lance la pierre en l'air avec un petit sourire confiant, expliquant que sa récente transformation lui a donné une nouvelle façon de traiter ce genre de matériaux. Il la rattrape alors que l'énergie rose commence à se concentrer dans sa paume. L'énergie magique rose s'illumine autour de la main de l'artisan nain alors qu'il lance l'extraction mycélienne. La roche noire commence à se désintégrer, sa sombre couche extérieure s'effritant pour révéler l'essence à l'intérieur. Le processus se termine par un flash de lumière éclatant, et un message système confirme que l'extraction des résidus est un succès. Le poing de l'artisan nain brille de la puissance du matériau raffiné. Un éclat lumineux en forme de losange étiqueté « fragment de pierre d'argent magique » flotte dans les airs, entouré de particules scintillantes. La pierre autrefois sans valeur a été distillée en une ressource magique de haute pureté. Yang Jun reste bouche bée en réalisant le potentiel de la découverte. Il note que des matériaux de cette qualité vaudraient une fortune absolue pour les joueurs du monde extérieur. Ils inspectent le fragment à la loupe, émerveillés par sa structure complexe et sa lueur intérieure. Bien que l'éclat soit petit, Yang Jun exprime son inquiétude quant au fait que sa taille pourrait limiter son utilité. L'artisan nain fait un geste vers le tas de pierres de pourriture noire restant, les yeux écarquillés d'excitation pour le boulot à venir. Yang Jun reste là, regardant son subordonné se préparer à creuser encore plus. Yang Jun lui donne le feu vert pour continuer, déclarant que toute la grotte lui appartient désormais pour son travail. Il encourage l'artisan nain à déterrer autant de fragments que possible. L'artisan nain se met direct au boulot, de l'énergie rose jaillissant alors qu'il brise les pierres avec une énergie frénétique. La poussière de roche et les résidus magiques remplissent l'air alors qu'il entame un marathon d'extraction à grande vitesse. Une petite boîte de texte indique qu'une courte durée s'est écoulée depuis le début du travail. Le son rythmé de la pierre écrasée résonne dans la chambre creuse. Une série d'alertes système remplit l'écran, affichant l'acquisition réussie de fragments de pierre de fer, de pierre d'aluminium, de pierre d'argent, de pierre de cuivre et de pierre d'or. L'artisan nain se tient triomphant au milieu d'un nuage de poussière scintillante. La caverne commence soudainement à trembler violemment, de la poussière tombant du plafond alors qu'une secousse massive ébranle le sol. Yang Jun hurle à l'artisan nain d'arrêter de creuser avant que tout l'endroit ne s'effondre, mais le nain clarifie vite que ce n'est pas lui le responsable. Un ver noir colossal avec une gueule circulaire bordée de dents bleues luisantes transperce le sol en pierre. La bête segmentée se dresse, son corps massif occupant toute la hauteur du tunnel. Un minuscule soldat champignon est à bloc et prêt pour le sang, chargeant en avant tout en hurlant à s'en époumoner. Il saute en l'air, épée levée, mais une main s'étire soudainement et le chope avant qu'il n'aille bien loin. Yang Jun tient le petit gars par son chapeau, lui disant de se calmer et d'aider Fairame avec quelques corvées vues que son tour de se battre n'est pas encore arrivé. Il se tourne vers ses fans et donne l'ordre d'y aller, lui faisant savoir que les nouveaux soldats champignons ont été intégrés au réseau et sont prêts à être déployés. Plus loin dans la grotte, un champi éclaireur entend un violent bruit de broyage venant du plafond. L'éclaireur borgne signale qu'un ennemi est sur le point de forer directement à travers le toit de la grotte des pierres de pourriture noire. Yang Jun garde son calme, croisant les bras alors qu'il ordonne à son équipe de distraire le monstre et de l'attirer dans le couloir pour garder la grotte principale en sécurité.
L'éclaireur accuse réception de l'ordre juste au moment où le plafond commence à se fissurer sous un poids massif. Le petit messager tremble comme une feuille, balbutiant alors que les secousses empirent. Soudain, une énorme gueule pleine de dents transperce la pierre, illuminée d'une étrange lueur bleue. De la poussière et des débris pleuvent alors que la bête continue de forer son chemin sur leur territoire. Yang Jun regarde la créature massive descendre pendant que Fire Rame continue de marteler son enclume en arrière-plan. Il reconnaît l'intrus comme un scarabée noir charognard, un concurrent tenace qui occupe généralement la même niche que les escargots. Fire Rame reste concentré sur son boulot, disant au boss qu'il facilitera grandement le combat une fois qu'il aura terminé la pièce qu'il est en train de forger. Séphane passe à l'action, frappant la bête dès qu'elle dégage le plafond. Sa lame touche sa cible avec un lourd bruit métallique, faisant voler des étincelles sur la peau blindée de la créature. Elle délivre une série rapide d'entailles, ses mouvements étant flous alors qu'elle tente de trouver un point faible dans la défense du monstre. Malgré sa vitesse, son épée fait à peine une égratignure sur l'épaisse carapace. De la fumée s'élève à l'endroit où sa lame a frappé, mais le monstre semble complètement indemne. Séphane recule, réalisant que l'armure de l'insecte est tellement dure qu'elle commence carrément à ébrécher son épée. Un minuscule champi éclaireur atterrit sur son épaule, lui disant que le nouvel équipement de Fire Rame est prêt et dispo pour le téléchargement. Le petit gars lui explique qu'elle doit télécharger l'arme directement depuis le réseau mycélien. Elle pose la main sur le chapeau de l'éclaireur, et une interface numérique apparaît alors que le transfert commence. L'anneau de progression se remplit à toute vitesse, brillant d'un rose éclatant alors que les données affluent. Le scarabée noir charognard ne se fait pas prier, plongeant en avant avec sa grande gueule ouverte. Juste au moment où la bête est sur le point de la croquer, le téléchargement se termine, et une flèche en argent magique luisante apparaît dans la main de Séphane. Elle campe sur ses appuis, la flèche crépitant d'énergie alors qu'elle encoche et vise. C'est une flèche explosive perce-armure, et elle brille avec assez de puissance pour transpercer la bête. Elle lâche le tir, une traînée de lumière rose qui transperce direct la gueule grande ouverte du scarabée. Immédiatement après avoir tiré, elle saute rapidement pour s'éloigner de sa position afin d'esquiver la charge du ver géant. Séphane atterrit sur ses pieds et regarde la flèche commencer à exploser à l'intérieur du monstre. Des veines d'énergie luisante se répandent sur le cou du scarabée, l'illuminant de l'intérieur. Un énorme orbe de lumière s'étend dans le gosier de la créature. L'explosion interne est super violente, arrachant la tête de la bête et faisant voler du gore de partout. De multiples explosions se propagent dans le corps de l'insecte, déchiquetant sa carapace blindée en morceaux. Une dernière éruption finit le travail, ne laissant rien d'autre qu'un tas fumant sur le sol de la grotte. Une notification système confirme le kill, et les points d'expérience de Séphane font un bond. Elle a à peine eu une seconde pour se poser que le champi éclaireur la prévient que d'autres arrivent. L'éclaireur signale un autre scarabée noir en route, repéré un peu plus loin dans le système de grotte. Séphane est essoufflé, mais l'éclaireur lui dit de récolter l'insecte mort pour récupérer son énergie et de laisser les soldats champignons fraîchement cultivés gérer la prochaine vague. Une lumière aveuglante jaillit du sol alors que le réseau mycélien s'active. Un garde champi-boom de niveau 6 est chargé sur le champ de bataille, lance en main et prêt à défendre la grotte. Séphane regarde les deux gardes champi-boom fraîchement invoqués, confuse parce qu'elle pensait qu'ils ne pouvaient en télécharger qu'un seul à la fois. Elle commence à compter les effectifs. Ils ont Yang Jun, Fire Rame, elle-même, un travailleur et les deux champi-boom, ce qui atteint déjà leur limite actuelle de 6. Le champi éclaireur clarifie que Séphane ne compte pas vraiment dans la limite puisqu'elle est intégrée directement dans le réseau mycélien. Tout près, un énorme monstre noir se débat, soulevant un épais nuage de poussière en essayant de se remettre. Le champi éclaireur observe la bête attentivement, se demandant si elle garde la bouche fermée parce qu'elle a peur d'une autre flèche explosive. L'un des gardes champi-boom n'hésite pas, chargeant en avant avec une lance enflammée. Le soldat champignon saute en l'air et abat son arme sur la tête du monstre dans un fracas hyper violent. Une énorme explosion rouge éclate à l'impact, engloutissant le haut du corps de la créature dans les flammes. Le monstre hurle de douleur alors qu'il est projeté contre le mur de la grotte par la force brute de l'explosion. Le garde champi-boom enchaîne direct avec une lourde entaille de sa lame rouge luisante. Les étincelles volent alors que l'épée se fraye un chemin à travers le cuir résistant du monstre, illuminant la sombre caverne. Le soldat champignon vrille en plein vol, assénant une puissante frappe circulaire qui déchire la bête. L'impact est tellement fort qu'il envoie l'énorme créature valser en arrière, s'écrasant contre la paroi rocheuse. Séphane observe ça de côté, impressionné de voir qu'un seul soldat champignon ait assez de force brute pour balancer un monstre de cette taille. Les deux gardes champi-boom se déplacent en parfaite synchronisation, se jetant ensemble sur la bête pour un assaut final. Ils sautent sur le dos du monstre,
armes prêtes pour délivrer le coup de grâce. Leurs lames s'enfoncent profondément dans le cou du monstre, faisant gicler des étincelles et des débris sombres. Ils continuent leur assaut sans relâche, taillant la grosse armure de la créature jusqu'à ce qu'elle commence à céder. Soudain, une compétence épée volante autodestructrice est activée, transformant les armes en bombes instables et lumineuses. Une énorme explosion secoue toute la caverne, vaporisant complètement le monstre dans un pilier de feu et de fumée. Une notification système apparaît. La tribu a atteint le niveau 7, et Yang Jun a débloqué une nouvelle compétence exclusive au boss appelée Souverain Solitaire. En plus de ça, ils peuvent maintenant cultiver des champis archers, des unités à distance qui gagnent un boost de stats quand elles se battent aux côtés de Séfan. Une autre unité est débloquée, le Champithorax pourri, un type de travailleur spécialisé dans le perçage de montagnes et le creusage de tunnels. Séfan est scotché par le niveau de travail d'équipe dont ses soldats ont fait preuve, réalisant qu'ils se battent de manière bien trop fluide pour être décérébrés. Elle demande aux champis éclaireurs comment ils arrivent à coordonner leurs attaques avec un timing aussi parfait. L'éclaireur confirme ses soupçons. Yang Jun fait du micromanagement sur chacun d'entre eux à travers le réseau. Des lignes d'énergie rose luisante palpitent dans les tunnels sombres, reliant le champ de bataille au boss. Yang Jun est posé au fond sur un trône de pierre, se disant que contrôler une armée de soldats champignons, c'est exactement comme jouer à un jeu vidéo. Il transmet un message à Séfan, lui disant de nettoyer le bordel et de ramener tout ce qui est utile à Fairamé. Séfan accuse réception de l'ordre alors qu'elle se tient au milieu des restes fumants du monstre. Elle regarde un tas de boue rouge luisante laissé par le corps de la créature alors que l'énergie se dissipe. Du sang et des débris sont éclaboussés sur les murs de la caverne après l'explosion finale et violente. Un message système les informe que le cadavre a été absorbé, accordant à Yang Jun un nouveau passif appelé Pokorias Noir Limité. Séfan ramasse l'une des énormes dents courbées du monstre, notant que sa durabilité en fera un matériau parfait pour la forge de Fairamé. Un énorme trou s'ouvre dans le plafond de la grotte, faisant pleuvoir de lourds débris sur le sol de la caverne. La poussière et la fumée se dissipent alors que le puits reste sombre et vide au-dessus d'eux. Au fond du trou, une paire d'yeux violets luisants observe depuis les ombres. La silhouette regarde depuis l'obscurité, inspectant l'état de l'étage inférieur. Il s'agit du faucheur numéro 10, l'administrateur du dernier étage. Il est saoulé parce que les monstres de haut niveau qu'il a envoyés se sont fait fumer bien trop vite. Il ne peut pas croire que ces scarabées noirs d'élite aient cassé leur pipe si facilement face aux mobs éclatés du coin. Le faucheur envisage de descendre pour régler le problème personnellement, mais l'idée de bosser plus ne l'enchante pas du tout. Il se marre de son idée, décidant que son pauvre salaire mensuel ne vaut pas le coup de risquer sa peau. À la place, il se tourne vers un essaim de monstres bactéries du coin. Il a plein de chair à canon à balancer sur le problème. L'administrateur écarte les bras et demande lequel d'entre eux veut être promu au statut de « joueur ». Les bactéries sont choquées, s'attendant à pourrir dans ce donjon pour l'éternité. Ils demandent si des monstres de bas étage comme eux peuvent vraiment devenir des joueurs. Le faucheur leur dit que dans ce donjon, leur statut est celui qui leur accorde. C'est lui qui est aux commandes de leur destin. Il canalise son pouvoir dans un livre magique, et une notification système confirme que les privilèges de joueurs monstres-bactéries ont été débloqués. Maintenant, ils peuvent se déplacer librement, combattre et même piller des trésors. L'un des monstres nouvellement promus jette un coup d'œil par-dessus le bord du trou, regardant dans les abysses. Le faucheur leur ordonne d'éliminer le « bug » en bas. S'ils réussissent, l'intégralité du dernier étage et ses pierres rares leur appartiendront. Un essaim de bactéries aux yeux rouges plonge dans le trou, pressé de revendiquer son nouveau territoire. En bas dans les cavernes, le groupe part en reconnaissance, mais ils n'ont encore vu aucun signe de leur cible. L'un d'eux se laisse distraire et s'éloigne de la meute. Il repère un solide coffre au trésor en bois caché contre un mur de la grotte. Ça ressemble à la récompense parfaite pour un tout nouveau joueur. Le monstre est refait, pensant que sa chance a enfin tourné en sa faveur. Il se précipite vers le coffre, décidant déjà qu'il ne partagera pas une seule pièce avec ses potes. Le monstre bactérie attrape le bord du couvercle et commence à le soulever. Son grand œil est fixé sur l'interstice sombre alors qu'il s'élargit. Soudain, la bactérie se fige alors que quelque chose commence à bouger à l'intérieur de la boîte. 2 points rouges luisants apparaissent dans l'obscurité totale. Une main pâle jaillit des ténèbres et attrape le monstre par le visage. C'est trop rapide pour que la créature puisse même réagir. La bactérie est tirée à l'intérieur, et le lourd couvercle se referme dans un bruit sourd. Le monstre a disparu en un éclair. Le coffre en bois reste silencieux un moment avant d'être soudainement enveloppé dans un tourbillon d'énergie rouge. On dirait bien que le loot était en fait une embuscade.
Une tache floue file devant les autres bactéries alors qu'ils attendent à proximité. L'un d'eux regarde en arrière, confus de voir que son boss s'est volatilisé. Un autre monstre est soudainement pris dans un flash de mouvement. Il n'a même pas le temps de crier avant que quelque chose ne le chope. Les monstres restants regardent autour d'eux, sentant qu'ils sont chassés, mais il n'y a que de la pierre vide et des ombres. Une autre bactérie est soudainement attrapée par des fils rouges luisants. Elle lâche un cri étouffé alors qu'elle est traînée en arrière dans l'obscurité. Le monstre est tiré dans une sombre crevasse à toute vitesse. Le piège s'est refermé, et l'essème se fait décimer un par un. Un lourd silence s'abat sur le couloir vide où les monstres se tenaient à peine quelques instants plus tôt. Les survivants balisent, se demandant où tout le monde a bien pu passer. Ils percutent qu'ils sont dans une sacrée merde. Ils se serrent les uns contre les autres, scannant le plafond et les coins. Ils commencent à capter qu'ils n'étaient pas les seuls à être descendus ici. Une flèche frappe l'un des monstres avec une force explosive, l'envoyant valser à travers la grotte. Les éclaireurs restent en panique alors que leur nombre se réduit à un seul. La dernière bactérie fixe l'obscurité, hurlant à l'attaquant de se montrer. C'est la seule chose qu'elle puisse faire en attendant le prochain tir. Une silhouette observe depuis une corniche très haut. Une ombre s'étend sur la roche alors que le chasseur prépare un autre tir. C'est Milan, une champie archère de niveau 7 avec un énorme chapeau de champignons rouges. Elle se tient avec son arc bandé, mais elle a l'air incroyablement nerveuse alors qu'elle bégaie des excuses. Céphane se tient derrière elle, adossée contre le mur de la grotte. Elle gronde le jeune champi, lui demandant pourquoi elle perd son temps à s'excuser auprès de l'ennemi. Céphane la regarde d'un air sceptique. Elle est hallucinée qu'une subordonnée née d'un féroce scarabée noir se révèle être aussi timide et peureuse. Milan s'excuse à nouveau en larmes et tire la corde de son arc au maximum. Une énorme vague d'énergie rouge vient encocher une flèche magique alors qu'elle verrouille la cible finale. Elle décoche, et le trèfle en l'air avec un sifflement strident. La flèche luisante est enveloppée d'électricité rouge crépitante. La flèche de Milan frappe avec un impact sec, envoyant une ondulation d'énergie à travers l'air. Le monstre bactérie est étonnamment robuste, son visage tacheté de rouge se tordant en un sourire moqueur. Il la prévient de ne pas le sous-estimer juste parce qu'il n'a pas encore montré sa vraie puissance. Milan ne faiblit pas. Elle active sa compétence « Flèche divisée », une aura rouge vibrante s'enflammant autour d'elle alors qu'elle tend la corde de son arc à fond. Des dizaines de carreaux magiques jaillissent de son arc, inondant la caverne de traînées de lumière rouge. Les bactéries sont prises dans un tir croisé mortel, leur hurlement étouffé par le sifflement des flèches en approche. L'un des monstres prend un tir direct dans son grand œil central. Il vacille en arrière, son corps tressaillant sous la force de la flèche. Le reste de l'Essemba en retraite, tentant de s'échapper sur les rochers alors que le barrage continue. La précision de Milan est terrifiante alors qu'elle les snipe un par un. Le monstre bactérie leader reste déterminé. Il beugle que son clan a survécu pendant des millions d'années, affirmant qu'aucune simple attaque physique ne peut les anéantir. Milan n'a pas le temps pour ces conneries de leçons. Du mana rouge incandescent jaillit dans sa paume, crépitant intensément alors qu'elle se prépare à finir le game ici et maintenant. Une énorme flèche fend la caverne, laissant dans son sillage un long ruban de lumière rouge scintillante. Elle transperce les rangs des bactéries restantes, explosant dans une série de craquements, sec alors qu'elle se ferait un chemin à travers les sèmes. Un immense pilier de feu jaillit de l'impact, consumant le reste des monstres dans une seule et violente explosion. Milan saute de joie sur sa corniche, super refaite d'avoir sécurisé la toute première victoire de sa vie. Céphane reste focus, adossé au mur rocheux. Elle dit à Milan d'arrêter de faire la fête et de confirmer d'abord le kill, sachant que le donjon est rarement aussi sympa. Le regard de la guerrière Céphane change direct alors que ses instincts captent une présence 10 000 fois plus balèze, s'avançant lourdement vers elle depuis les ombres. L'excitation de Milan se transforme rapidement en peur alors qu'elle regarde vers la source du bruit. Une ombre immense commence à s'étirer sur le sol de la caverne. Un énorme impact brise le sol, envoyant des éclats de pierre voler partout alors qu'une nouvelle entité débarque. Une silhouette monstrueuse se tient sur l'affleurement, s'émerveillant des privilèges de joueur qu'il vient tout juste de recevoir. Il regarde de haut les archères avec une intensité terrifiante de prédateur. C'est le roi bête scorpion, un boss de niveau 8. C'est un colossal humanoïde cramoisi avec un seul œil géant, des taches luisantes sur le dos et une queue de scorpion mortel. Il se la pète en disant qu'il a brisé toutes ses limites précédentes. Il fixe Céphane et Milan depuis son perchoir, sa posture suintant l'arrogance. Il sait qu'il a l'avantage dans ce combat. Céphane percute que Milan n'est pas de taille et lui ordonne de se replier et de la couvrir pendant qu'elle prend la ligne de front. Milan s'excuse en larmes d'être un boulet alors qu'elle déguerpit.
Le roi bête scorpion ne leur laisse pas le temps de se préparer. Il bondit de l'affleurement, descendant sur elle comme un éclair rouge. Il s'écrase au sol avec un rugissement assourdissant, l'impact brisant la pierre autour et envoyant une onde de choc à travers la pièce. Céphane réagit au quart de tour, balançant une volée de flèches pour le clouer sur place et faire gagner du temps à Milan pour se mettre en position. Le monstre se déplace à une vitesse floue, repoussant les flèches comme si c'était de vulgaires moucherons. Il ne ralentit même pas alors qu'il réduit la distance. Une flèche réussit à lui érafler le visage, frôlant son énorme œil central. Il ne bronche même pas alors que le projectile siffle. Milan tire une flèche explosive qui pète contre lui dans une immense explosion de flammes. Il sort de la fumée sans une égratignure, se foutant de l'attaque parce qu'elle est trop faible pour le rayer. Il rigole face aux attaques faibles, sa voix résonnant dans la grotte. L'explosion ne lui a même pas cramé un poil de sa peau cramoisie. Milan est horrifié, les yeux écarquillés en voyant sa meilleure attaque balayée aussi facilement. Elle ne peut pas croire que sa flèche explosive a été déviée sans une seconde de réflexion. Céphane reste stoïque, sachant que l'obliger à tourner la tête était exactement l'ouverture dont elle avait besoin pour son prochain move. Elle décoche 3 flèches spécialisées, chacune reliée à un fil de mycélium rouge luisant. Les flèches tracent un arc dans l'air, la lumière les suivant. Le roi bête scorpion se marre, persuadé que les archères ont perdu la boule face à son aura royal. Il se fout de leur gueule pour avoir loupé 3 tirs d'affilée alors qu'il se prépare à charger. Il s'arrête soudainement en plein élan, un grognement confus s'échappant de sa gorge. Quelque chose le retient et l'empêche d'atteindre ses cibles. Il regarde en bas et voit les fils rouges luisants enroulés fermement autour de son bras. Il réalise que les tirs manqués étaient un piège bien calculé pour le coincer. Les flèches se sont ancrées dans les murs de la caverne, utilisant le réseau mycélien pour clouer le monstre sur place. Il est piégé dans une toile de lumière éclatante. Il n'est pas impressionné par le piège. Il pense pouvoir péter ses fils minables d'une simple contraction de ses muscles alors qu'il se prépare à se libérer. Juste au moment où il essaie de se libérer de force, une énergie rouge flamboyante commence à clignoter violemment autour de son corps. Céphane déclenche instantanément sa compétence infection sévère de prolifération, forçant le mec à se plier en deux de douleur. Céphane regarde froidement le monstre bactérie qui se tord de douleur, son regard complètement fixe alors qu'elle tend calmement son arc pour porter le coup de grâce. Alors que la toxine mortelle se propage, le monstre s'effondre lourdement sur le sol. Réalisant que l'occasion parfaite est arrivée, elle se tourne vers les 2 gardes, leur ordonnant de l'achever Fissa. Un énorme guerrier champignon se dresse derrière le roi bête scorpion, ses yeux jaunes brillants alors qu'il se prépare à frapper de tout son poids. Un arc rouge tranchant déchire l'air alors qu'une contre-attaque est lancée à une vitesse aveuglante. La lumière coupe la case dans une courbe mortelle. Céphane et Milan regardent la scène, le visage blême de choc alors que leur ultime tentative désespérée échoue. La bataille a pris une sale tournure, les laissant sans défense face à la bête. Plan rapproché de derrière. L'épée géante est sur le point de s'écraser sur la tête du roi bête scorpion mais se fige soudainement en l'air, perdant tout son élan. Un colossal guerrier à tête de champignon reste immobile, sa lourde épée noire et rose suspendue en pleine frappe. Une bulle avec un point d'interrogation et un point d'exclamation flotte au-dessus de la scène alors que le champ de bataille s'arrête net. Une boîte de texte demande pourquoi le garde champignon n'attaque pas et pourquoi il s'est soudainement figé sur place. L'œil rouge géant du roi bête scorpion se plisse, ses 3 pupilles palpitant alors qu'il lâche un petit rire moqueur et aigu. Sa queue segmentée fouette l'air, tranchant net un fil mycélien rouge luisant. Il explique qu'il a commencé à infecter le réseau dès le moment où il était proche de sa limite, retournant leur propre connexion contre eux. Un plan rapproché montre l'infection s'épanouir comme une petite explosion sur la jambe assombrie du garde. Le monstre jubile en disant que sa nouvelle marionnette n'obéit plus à aucun ordre sauf au sien. Le roi bête scorpion rejette la tête en arrière et rugit, exigeant que tout le monde sur le réseau soit infecté avec lui. Une vague d'énergie jaune commence à s'infiltrer dans le système de Céphane, la laissant complètement larguée. Des nuées de spores bactériennes dérivent dans la grotte, leurs petits yeux rouges et leurs dents pointues visibles alors qu'elles ricanent dans l'obscurité. Loin de la ligne de front, les yeux de Yang Jun brillent d'un rouge perçant. Il ordonne à tous ses subordonnés champignons de se déconnecter du réseau et de rester hors ligne jusqu'à son arrivée. Céphane serre les dents et balance sa main, un arc d'énergie rose tranchant le fil fongique lumineux connecté à sa poitrine. Milan limite direct, sa petite lame coupant le mycélium rouge alors qu'elle essaie de s'isoler de l'infection qui se propage. Céphane regarde ses mains, les sourcils froncés en réalisant que la déconnexion n'a pas été assez rapide pour stopper les bactéries. Elle tombe à genoux, du sang éclaboussant le sol alors qu'une alerte système pour infection sévère de prolifération apparaît au-dessus de sa tête.
Milan gît immobile sur le sol de la caverne, son corps recouvert de la même énergie infectieuse luisante alors qu'elle tremble. Le roi bête scorpion saute du plafond, sa forme massive descendant vers les archères impuissantes alors qu'il se fout de leur gueule. Il atterrit dans un bruit sourd, sa main griffue brillant de chaleur. Il les provoque, révélant que ces bactéries sont transmissibles dans l'air et que leur tentative de se déconnecter n'a servi à rien. Un plan hyper serré de son œil central montre les 3 pupilles palpitant d'une lumière malveillante alors qu'il se prépare à frapper. Un flou de mouvements soudains venu d'en bas le prend au dépourvu. Yang Jun décoche un puissant coup de pied ascendant qui fend l'air dans un sifflement. La force du coup remonte jusqu'au plafond de la grotte, pulvérisant la pierre et faisant pleuvoir des débris. Yang Jun se tient dans la poussière à côté de Sefan agenouillé. Elle s'excuse d'avoir été infectée, mais il prend calmement le blâme et lui dit de se replier avec les autres. Le roi bête scorpion se tient au milieu des gravats qui tombent, tournant le dos au nouveau venu alors qu'il encaisse l'impact. Le monstre tourne légèrement la tête, son œil géant scannant le mec qui vient de l'interrompre. Il demande si Yang Jun est le leader du groupe. Yang Jun se tient dos à nous, sa silhouette ferme face à la sombre grotte. Il ne donne pas de réponse directe, toute sa concentration braquée sur la menace devant lui. Le roi bête scorpion se projette dans un coup de pied vertical si haut et puissant qu'il semble fendre l'air en deux. Yang Gu bloque proprement cette jambe colossale avec juste la hache dans sa main, l'impact lâchant une onde de choc qui fissure le sol sous ses pieds. Un message système annonce qu'un subordonné s'est retiré du champ de bataille, accordant à Yang Jun un boost de 10% sur toutes ses stats. La main de Yang Jun commence à crépiter d'une intense énergie rose semblable à de la foudre alors qu'il prépare sa propre attaque. Ses yeux sont verrouillés sur le visage du monstre. Une explosion de feu rouge et orange jaillit au point d'impact, remplissant complètement la case de lumière et de chaleur. Un plan rapproché de l'œil de Yang Jun montre une concentration froide et inébranlable alors qu'il toise son adversaire à travers la fumée. Le roi bête scorpion rigole en bloquant un coup, ignorant que le retrait d'un deuxième subordonné vient de pousser le boost de stats de Yang Jun à 20%. Yang Jun lâche un petit grognement d'effort, son expression restant grave et déterminée alors que la bataille continue. Il décoche un coup de poing d'une demi-tonne directe dans la face du roi bête scorpion, mais on dirait que l'enfoiré l'avait vu venir. Il lève la main, bloquant proprement le poing de Yang Jun, et commence instantanément à faire du trash talk. Cependant, la force terrifiante du coup de poing envoie le roi bête scorpion voler en arrière, s'écrasant lourdement contre le mur du donjon. Le sol se fracasse sous le poids de l'attaque. Le roi bête scorpion ne pige pas pourquoi les coups de l'humain deviennent de plus en plus lourds et difficiles à bloquer. Les yeux de Yang Jun brillent d'un rouge féroce alors qu'il flotte dans les airs, son corps dessinant une forme sombre dans le chaos de la caverne. Il déclenche une série rapide d'entailles d'énergie rouge entrecroisées qui découpent le corps du roi bête scorpion, illuminant la sombre caverne.